Chaque mois, je donne 10 000 € à la famille de mon mari. Un jour, ma belle-mère me demande 5 000 € de plus. Hors de moi, je claque mes couverts sur la table. Il y a des repas qui, au premier abord, semblent somptueux, mais quand on s'assoit à table, on ressent un frisson plus glacial qu'un plat servi au mauvais moment. Ce dimanche soir-là, mon mari m'a giflé devant toute sa famille simplement parce que j'avais refusé de leur donner 5 000 € de plus chaque mois. Pendant 5 ans de mariage, je leur avais donné 10 000 € par mois, sans compter le paiement des médicaments, des factures d'électricité et des frais de voiture. Mais la seule fois où j'ai dit non, ils m'ont regardé comme si je leur volais leur propre argent. Je m'appelle Éléonore Vasseur. J'ai 35 ans et je suis directrice financière au sein d'un grand groupe pharmaceutique à Paris. De l'extérieur, les gens disent souvent, elle a une vie de conte de fées. Un travail formidable, une belle voiture, un appartement de luxe à Neuilly-sur-Seine, un mari bien élevé et ce qui semble être une famille respectable. Mais la vérité, c'est qu'une maison dont les lumières sont allumées n'est pas toujours chaleureuse. Il y a des gens avec qui vous pouvez partager une table pendant 5 ans et qui ne vous considéreront jamais comme un membre de leur famille. Pour eux, vous ne serez toujours qu'un portefeuille sur pattes. L'appartement dans lequel je vis, je l'ai acheté avant notre mariage. Il est à mon nom. Je paie le prêt immobilier sur mes propres économies. J'ai acheté presque tous les meubles moi-même. La voiture que Maxime utilise pour aller travailler est également payée en plusieurs mensualités par mois. Je pensais que si mon mari se présentait bien, cela rejaillirait positivement sur moi. Mon mari s'appelle Maxime Brumand. Il a 2 ans de plus que moi et travaille comme chef d'équipe dans une entreprise d'emballage appelée Emball Express. Ma belle-mère s'appelle Laurence. Elle a 62 ans. Sa voix est habituellement douce comme le miel, mais quiconque la connaît bien sait qu'un excès de miel devient écœurant au point d'en devenir amer. Elle adorait se vanter auprès de ses proches, mon Éléonore est incroyable. Elle aime tellement la famille de son mari. Mais après chaque compliment, il y avait toujours une demande d'argent. Parfois pour les médicaments de mon beau-père, d'autres fois pour réparer la voiture de Maxime. Une autre fois encore, c'était pour que son fils cadet, Clément, puisse investir dans un projet commercial, brillant, qui ne voyait jamais le jour, ou pour que Bérénice, la femme de Clément, puisse s'acheter une robe pour un mariage afin de ne pas faire honte à la famille. Mon beau-père, Adrien, a 65 ans et souffre d'une maladie coronarienne chronique. C'est un homme de peu de mots, presque craintif. Le frère de mon mari, Clément, âgé de 30 ans, est le genre de personne qui parle constamment de grands projets commerciaux sur le point de décoller, mais qui n'aboutissent jamais à rien. Sa femme, Bérénice, âgée de 28 ans, est obsédée par la beauté et l'affichage d'une vie luxueuse sur Instagram. Elle m'appelait toujours « Ellie », avec une douceur artificielle, mais dès que je lui refusais de l'argent, son visage se crispait comme du yaourt périmé. Ce dimanche soir-là, il pleuvait dehors. Une lumière chaleureuse éclairait la table dressée. J'avais préparé un rôti de bœuf avec une purée de pommes de terre et des asperges sautées. Malgré une semaine de travail aussi tendue qu'une corde d'arc, j'avais essayé de cuisiner quelque chose de délicieux pour réunir toute la famille. Nous étions tous là. Laurence était assise à la droite d'Adrien. Maxime était à côté de moi, mais il avait le nez plongé dans son téléphone. Clément mangeait tout en naviguant sur Internet. Bérénice posait sa main aux ongles fraîchement peints en bordeaux sur le bord de son assiette, la tournant pour que tout le monde puisse l'admirer. Au milieu du dîner, Laurence posa ses couverts. Le bruit, bien que discret, résonna dans le silence ambiant. Elle poussa un soupir si profond que je sus immédiatement ce qui allait suivre. « Éléonore, ma chère », commença-t-elle de sa voix douce habituelle. « Tout est devenu si cher ces derniers temps. On va chez Monoprix, on achète 4 bricoles, et 100 € s'envolent. Ces 10 000 € que tu nous donnes chaque mois, cela ne suffit vraiment plus. » Je la regardais. « Laurence, s'il y a une dépense imprévue, dites-le-moi et nous trouverons une solution. » Laurence jeta un coup d'œil à Clément, puis se tourna de nouveau vers moi. « À partir du mois prochain, donne-nous 5 000 € de plus pour passer à 15 000. Nous sommes nombreux à la maison. Ton beau-père est malade. Je dois me plier en 4 pour que tout fonctionne. Ce n'est pas comme si je gardais un seul centime pour moi. » Ma main resta suspendue au-dessus de mon assiette. 10 000 € par mois pour les dépenses d'une famille qui possédait sa propre maison en banlieue. Je payais l'électricité, l'eau et le gaz. Je payais la taxe foncière.
Je payais la plupart des visites chez les médecins privés et les médicaments. Et pourtant, ce n'était toujours pas suffisant pour elle. Avant que je ne puisse répondre, elle continua, comme si elle craignait que je m'y oppose. De plus, Clément envisage d'ouvrir un magasin d'électronique. Les frères doivent se soutenir au début, n'est-ce pas? Et Bérénice, la pauvre, ne s'est pas acheté un sac à main digne de ce nom depuis si longtemps. Quand elle rend visite à ses parents, ils vont penser que nous la laissons mourir de faim dans cette maison. Et ton beau-père? Le médecin lui a prescrit de nouveaux médicaments ce mois-ci que notre mutuelle ne rembourse pas. À la mention du sac à main, Bérénice esquissa un léger sourire. Je n'ai rien demandé, Élie, mais tu sais, une femme d'un certain standing ne peut pas avoir l'air de s'habiller dans une friperie. Les gens jugent immédiatement toute la famille du mari. Clément posa son téléphone et dit d'un ton qui se voulait plaisant, mais qui ne l'était pas, Éléonore, en tant que directrice financière, un modeste 15 000 € n'est probablement qu'une décision rapide pour toi. Si nous avions ton poste, nous ne compterions pas chaque centime. Je regardais Maxime, espérant qu'il dirait quelque chose de juste. Mais il continua à rester assis, la tête baissée, fixant son écran comme si cette conversation ne le concernait pas. J'avalai un morceau de canard et ressentis une sécheresse dans la gorge. Laurence, commençai-je lentement. Chaque mois, je vous donne 10 000 €. En plus de cela, je paie le prêt immobilier, l'électricité, l'eau, les médicaments de papa, la voiture de Maxime et de nombreuses autres dépenses de Clément et Bérénice. S'il y a une dépense de santé réellement nécessaire pour papa, je l'étudierai. Mais je n'accepte pas d'augmenter le montant fixe à 15 000 € par mois. L'atmosphère à table s'alourdit instantanément. Laurence frappa du poing sur la table. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu comptes l'argent que tu donnes à ta propre famille. Je restai calme. Je ne compte pas, Laurence, mais l'argent que je gagne a des limites. L'argent ne pousse pas sur les arbres. J'ai aussi un prêt immobilier et mes propres projets. Son visage s'assombrit. Et qu'en est-il de tes devoirs de belle-fille? Ou bien accumules-tu cet argent pour le donner en secret à ta propre mère? Cette famille a élevé un fils pour que tu l'épouses, et maintenant, quand nous te demandons un peu d'aide, tu nous le jettes au visage. Ce coup fut comme une épine enfoncée directement dans mon cœur. Ma mère ne m'avait jamais demandé un seul euro. Et Laurence, simplement parce que je refusais son argent supplémentaire, traînait ma famille dans la boue pour m'attaquer. Je posai mes couverts. Pour la première fois en 5 ans, je ne souris pas pour apaiser les choses. Laurence, n'impliquez pas ma famille là-dedans. Depuis 5 ans, je n'ai jamais laissé cette maison manquer de nourriture, de médicaments, ni permis qu'une facture soit en retard d'un jour. Je peux prendre soin de vous. Je peux vous aider dans les moments difficiles, mais je ne nourrirai pas indéfiniment la cupidité de toute cette famille. Un silence de mort s'abattit sur la table. Adrien leva les yeux, ses lèvres bougeant comme s'il voulait dire quelque chose, mais il baissa de nouveau la tête. Maxime détacha enfin ses yeux de son téléphone. Il n'y avait aucune surprise en eux, seulement de l'irritation. Laurence se figea pendant quelques secondes, son visage devenant rouge de rage. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-elle en articulant chaque syllabe. Je la regardai droit dans les yeux. Je dis qu'aider est une chose, mais me traiter comme un distributeur automatique en est une autre. À partir de maintenant, je veux que toutes les finances de cette maison soient transparentes. Un silence de plomb retomba dans la salle à manger. Le canard fumait encore, mais même ma propre salive me semblait amère. Cette phrase, à partir de maintenant, je veux que toutes les finances de cette maison soient transparentes, avait touché le nerf le plus sensible de ma belle-mère. Laurence n'avait pas l'habitude de devoir rendre des comptes pour de l'argent. Pendant 5 ans, elle n'avait fait que tendre la main pour recevoir. Quand elle recevait, ses paroles étaient douces. Quand elle se sentait remise en question, elle devenait immédiatement une victime mortellement offensée. Elle posa ses mains sur la table. Transparente? Tu exiges de la transparence de la part de ta belle-mère? J'ai vécu 62 ans sur cette terre pour que ma belle-fille, pour quelques misérables euros, exige que je lui montre des reçus comme un vulgaire comptable. Bérénice ricana sarcastiquement, tapotant ses ongles bordeaux sur le bord de son verre. Tu as un tel sens des mots, Éléonore. Tu qualifies de cupidité l'argent destiné à la famille de ton mari. Mais l'argent que tu donnes à ta propre mère, c'est probablement le noble amour d'une fille. Je me tournai vers elle. Bérénice, depuis que ce dîner a commencé,
je n'ai pas échangé un seul mot avec toi. N'interviens pas si tu ne veux pas que je te rappelle en détail chaque euro que je t'ai donné. Le visage de Bérénice se durcit immédiatement. Clément frappa son téléphone sur la table. Es-tu en train de nous traiter de profiteurs, Éléonore? Je regardais Clément, un homme de 30 ans, fort et en bonne santé. Chaque mois, il avait une excuse pour demander de l'argent. Un investissement, une voiture en panne, un enfant malade, et ce fameux magasin qui, à ce jour, n'avait même pas d'enseigne. Prends-le comme tu veux. Tout ce que je dis, c'est que dans une famille, les questions financières doivent être plus claires que nulle part ailleurs. Le fait que nous soyons de la même famille ne vous donne pas le droit de me traire à votre guise. Laurence frappa la table si fort que la carafe d'eau sursauta. Ferme ta bouche. Est-ce ainsi qu'une belle-fille s'adresse à son beau-frère? Tout cet argent t'est monté à la tête. Dès que les femmes gagnent un peu d'argent, elles se prennent pour les reines du monde. Maxime recula sa chaise et se leva, le visage sombre. Demande pardon à ma mère. Je me tournai vers mon mari. Pardon? Il répéta, demande pardon à ma mère. Elle parlait juste des dépenses de la maison et tu fais une scène. Je laissai échapper un court rire amer. Ce n'était pas un rire de joie. C'était le rire de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait passé des années à attendre le soutien de la mauvaise personne. Tu as tout entendu depuis le début et tu penses encore que c'est moi qui fais une scène. Laurence se prit immédiatement la poitrine, la voix tremblante. Tu vois, Maxime, tu vois? Elle traite ta mère de sensu cupide. Moi qui t'ai mis au monde, qui t'ai élevé, et maintenant ta femme m'insulte à ma propre table. Adrien posa son assiette et dit doucement, Laurence, s'il te plaît, nous sommes en train de manger. Laurence se tourna violemment vers lui, et toi, ferme ta bouche. Elle paie pour tes médicaments, alors tu prends son parti. Dans cette maison, tout le monde tremble déjà devant son argent. Adrien baissa la tête et se tut à nouveau. Maxime s'approcha de moi. Tu gagnes de l'argent? Je ne le nie pas, mais cela ne te donne pas le droit d'humilier ma mère. Personne ici ne te demande l'aumône. Je le regardai droit dans les yeux. Si personne ne me demande l'aumône, alors pourquoi laisses-tu ta mère prendre l'intégralité de ton salaire chaque mois pendant que tu me refiles toutes les factures importantes? Tu es mon mari, mais en 5 ans, as-tu payé la facture d'électricité par toi-même? Peut-être une seule fois. Le visage de Maxime devint violet. Pourquoi ramènes-tu ça sur le tapis maintenant? Parce que tu prétends que personne ne me demande l'aumône. Clément intervint alors, Frangin, tu vas la laisser te parler sur ce ton? Un homme qui se laisse marcher sur les pieds par sa femme est une mauviette, pas un homme. Laurence enchaîna immédiatement, écoute ton frère, mon fils. Es-tu son mari ou son paillasson? Si tu ne la remets pas à sa place aujourd'hui, elle piétinera toute cette famille demain. Je me levai, non pas par peur, mais parce que je savais que si je restais une minute de plus, ce dîner tournerait au désastre. Je pris mon sac à main sur la chaise. Avec votre permission, je m'en vais. Quand vous vous serez calmé, nous pourrons discuter. Maxime me barra instantanément la route. Où vas-tu? Dehors. Je ne veux pas me disputer avec toi. Il plissa les yeux. On te dit quelques vérités et tu t'enfuis. Tu penses que cette maison est un hôtel? Tu vas et viens comme bon te semble. Je pris une grande inspiration. Cet appartement est à mon nom, mais je ne te l'ai jamais jeté au visage pour éviter de t'humilier. Ne me force pas à te le rappeler. Le visage de Maxime changea complètement. Laurence hurla, tu vois, elle montre déjà ses griffes. Elle nous rappelle que nous vivons chez elle. Maxime, et toi tu restes là à regarder. Maxime s'approcha encore, pointant un doigt vers moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as le culot de répondre à ma mère et maintenant tu me menaces avec l'appartement. Je me figeai. Pour la première fois en 5 ans, Maxime me parlait avec un mépris pur et non dissimulé. Maxime, calme-toi. Je ne menace personne. Baisse ta main. La première gifle atterrit sur ma joue gauche. Le bruit fut si sec et si fort que j'eus du mal à croire qu'il provenait de mon propre visage. Je trébuchai, mon épaule heurtant le mur. Adrien se leva d'un bond, terrifié. Maxime, qu'est-ce que tu fais, mon fils? Mais Laurence n'intervint pas. Elle croisa les bras et dit d'un ton glacial, frappe-la.
ça va la réveiller. Cette belle fille insolente, si tu ne la remets pas à sa place maintenant, elle nous marchera dessus. Je m'appuyais contre le mur, essayant de garder l'équilibre. Tu viens de me frapper. Maxime respirait lourdement, et tu réponds encore. La deuxième gifle tomba avant que je ne puisse l'esquiver. Cette fois, je tombai sur le sol carrelé et brillant. Mon sac à main s'ouvrit. Un rouge à lèvres rouge roula juste au pied de Bérénice. Je sentis le goût métallique du sang dans ma bouche. Ma joue droite me brûlait comme un feu vif. Bérénice se pencha, ramassa le rouge à lèvres, le posa sur la table et chuchota, « Voyons, Éléonore. Demande simplement pardon à Laurence et ce sera fini. Ce qui nous différencie des hommes, nous les femmes, c'est que nous savons endurer. » Je la regardais. Ces paroles semblaient d'une cruauté tellement absurde. Savoir endurer pour qu'il continue à vous frapper. Maxime, me regardant de haut, cracha, « À partir du mois prochain, tu donneras 20 000 euros. 15 000 pour ma mère et 5 000 pour aider Clément avec son magasin. Si tu refuses, ne t'attends pas à ce que je respecte ce mariage. » Assise sur le sol froid, je regardais la table. Le canard avait déjà refroidi. Une fine couche de graisse s'était formée sur la sauce. Pendant 5 ans, j'avais cru bâtir un foyer. Il s'avérait que je ne faisais que verser de l'argent dans un puits sans fond. Et plus il prenait, plus le puits devenait profond. Je ne versais pas une seule larme. Je commençais simplement à rire. C'était un rire silencieux, mais suffisant pour figer tout le monde dans la pièce. Laurence fronça les sourcils. « De quoi ris-tu, espèce d'idiote ?» J'essuyais le sang au coin de ma bouche et les regardais un par un. Maxime, que j'appelais autrefois mon mari. Laurence, qui prenait mon argent chaque mois et se délectait à présent de me voir battu. Clément et Bérénice, qui mangeaient tranquillement un dîner préparé de mes mains tout en planifiant comment me soutirer encore plus d'argent. Je dis lentement, je ris parce que j'ai enfin compris. Dans cette maison, je ne suis pas une belle fille. Je suis un distributeur de billets sur pattes. Et aujourd'hui, ce distributeur vient de bloquer votre code. Après ces mots, un silence de tombeau s'abattit sur la pièce. Ce n'était pas le silence du remords, mais le silence de personnes qui venaient d'entendre se refermer la chambre forte dont elles pensaient avoir un accès éternel. Maxime se tenait devant moi. La main qui venait de me frapper tremblait encore légèrement, mais l'agressivité dans ses yeux avait fait place à de la méfiance. Laurence fut la première à réagir, laissant échapper un ricanement méprisant, « Bloqué ? Qui menaces-tu ? Tu penses que cette famille va mourir de faim sans ton argent ?» Je posai mes mains au sol et me levai lentement. Ma joue me lançait terriblement. Ma tête tournait, mais mon esprit était d'une clarté incroyable. Il y a des gifles qui ne vous abattent pas, mais qui arrachent à jamais le bandeau de vos yeux. Je ramassai mon téléphone sur le sol. L'écran était fissuré dans un coin. Je le déverrouillai. Ma main tremblait un peu à cause de la douleur, mais ma voix était ferme. « Étienne, tu m'entends ?» À l'autre bout du fil, mon assistant resta silencieux une fraction de seconde, puis répondit, « Oui, Éléonore, je t'entends. Tout va bien ?» Je ne regardais pas Maxime. Je fixai Laurence droit dans les yeux. « Non, rien ne va, mais j'ai les idées assez claires pour régler quelques détails. » Maxime fit un pas en avant. « Qui appelles-tu ? Ne fais pas de scène. » Je levai la main pour l'arrêter. « Tu viens de me frapper 2 fois, Maxime. Je te suggère de garder tes distances. » La façon dont je prononçais son prénom fit tressaillir son visage. Les yeux de Laurence s'écarquillèrent. Je parlais dans le téléphone, « Étienne, première chose, contacte la banque ce soir. Bloque toutes les cartes de crédit secondaires que j'ai émises pour la famille de Maxime. Celles qui sont liées à mon compte et à mon plafond de crédit. Bloque-les immédiatement, sans aucune possibilité de renouvellement. Aucune exception. » Bérénice redressa brusquement la tête. « Éléonore, tu vas bloquer ma carte aussi ? J'ai un rendez-vous au spa demain que j'ai déjà payé. » Je me tournai vers elle, « Ma carte, mon argent. Tu peux payer le spa toi-même. » Bérénice ouvrit la bouche, puis la referma. Ses ongles bordeaux s'immobilisèrent. Clément frappa du poing sur la table. « C'est tout simplement méprisable. Tu nous traites comme des étrangers. » Je le regardai avec un calme qui me surprit moi-même.
Des étrangers? Quand on contracte un prêt, on signe des papiers, Clément. Tu prends mon argent depuis 5 ans. T'es-tu demandé une seule fois si j'étais fatigué? Clément fut réduit au silence. Maxime tenta d'arracher le téléphone de ma main, mais je fis un pas en arrière. Étienne, deuxième chose. Demain matin, à la première heure, envoie une lettre officielle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où Adrien Brumand est soigné. À partir de maintenant, la famille gérera personnellement toutes les formalités et paiera les médicaments et services non couverts par la sécurité sociale. L'entreprise ne couvrira plus ses dépenses via mon forfait d'avantage de direction, mais s'il te plaît, précise bien que l'hôpital doit poursuivre les soins prévus. Je supprime simplement mes privilèges personnels. Adrien redressa brusquement la tête. La panique se lisait dans ses yeux, mais il ne dit pas un mot. Laurence se figea. Tu as le culot? Tu as le culot de toucher aux médicaments de mon mari. Je la regardai froidement. Je ne touche pas à ces médicaments. L'hôpital continuera de le soigner. Les médecins l'examineront et sa couverture sociale paiera ce à quoi il a droit. J'arrête simplement d'utiliser mon argent et mes relations pour vous offrir un traitement de faveur pour lequel vous finissez de toute façon par me traiter de serpent ingrat. Laurence pointa un doigt vers moi. Tu es un monstre. Tu as tellement d'argent et tu vas compter chaque pilule pour un homme malade. Et c'est précisément pour cela que quelqu'un a pensé aujourd'hui qu'après m'avoir giflé, il pouvait exiger 20 000 € de ma part. Maxime grogna, Éléonore, ne pousse pas le bouchon trop loin. Mon père est vraiment malade. Ton père est vraiment malade, c'est vrai. Mais la cupidité de ta famille est tout aussi réelle. Maxime resta sans voix. Les mots tombèrent sur la table comme des pierres. Je continuai à parler à Étienne. Troisième chose, envoie un email urgent au département de contrôle qualité juridique et d'audit interne. Suspends toutes les nouvelles commandes d'Emball Express afin de mener un audit indépendant de tout leur historique de livraison, du registre des erreurs de qualité et de tout conflit d'intérêt potentiel. Je me récuse personnellement du comité d'évaluation pour éviter toute rumeur de partialité. Ce fut comme un seau d'eau glacée sur la tête de Maxime. Il se précipita vers moi, sa voix n'étant plus menaçante, mais remplie d'une panique pure. Éléonore, tu as perdu la tête? Emball Express est mon entreprise. S'ils suspendent ce contrat, qu'est-ce que je vais dire à mon patron? Je regardais l'homme qui, quelques instants auparavant, exigeait une fortune de ma part et qui tremblait maintenant à l'idée de perdre un contrat qu'il n'avait obtenu que grâce à sa femme. Tu lui diras la vérité. Si votre produit n'a pas de défaut et que vos processus sont transparents, de quoi as-tu peur? Maxime ferma la bouche. Ce ne fut que pendant une fraction de seconde, mais ce fut suffisant pour que je comprenne qu'il n'avait pas peur de l'injustice, mais que la vérité n'éclate au grand jour. Laurence se tourna vers lui. Quel contrat? Pourquoi parle-t-elle comme si elle dirigeait ton entreprise? Maxime ne répondit pas. Clément regarda également son frère avec inquiétude. Jusqu'à présent, toute la famille pensait que Maxime enfilait simplement une chemise bien repassée le matin, se rendait au bureau et se vantait chaque mois de la haute estime que son patron lui portait. Personne ne s'était demandé pourquoi un homme aux capacités aussi moyennes avait été promu si rapidement. Étienne, à l'autre bout du fil, demanda doucement, Éléonore, as-tu besoin que j'appelle la sécurité ou la police? Je regardai Maxime, puis Laurence. Pas encore. Je pars d'ici immédiatement. Maxime me barra à nouveau le passage vers la porte, mais cette fois, il n'osa pas me toucher. Je pris mon sac à main, y jetai mon téléphone et mes clés de voiture. Le rouge à lèvres rouge que Bérénice avait ramassé par terre était toujours sur la table. Je m'approchai et le récupérai. Bérénice retira instantanément sa main, comme si elle craignait que je ne la frappe. Laurence serra les dents. Si tu franchis cette porte, tu n'auras plus aucune raison de revenir. Je regardais autour de moi dans le salon, le canapé que j'avais acheté, la table en chêne massif que j'avais choisie, le réfrigérateur que j'avais payé. Tout m'était familier, mais ce soir-là, je me sentais comme une étrangère dans la maison de quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas, dis-je froidement. Je reviendrai, mais pas pour demander l'autorisation de vivre dans ma propre maison, mais pour reprendre ce qui m'appartient. Adrien dit d'une voix tremblante, Éléonore, ma chère, nous pouvons arranger cela. Ne faisons pas une telle scène. Je le regardais. Cet homme qui avait vu sa femme m'humilier tant de fois et qui n'avait jamais fait que baisser la tête et manger en silence.
Il faisait exactement la même chose aujourd'hui. Adrien, vous devriez vous reposer. Vous avez le cœur fragile. Vous ne devriez plus assister à des spectacles aussi embarrassants. Adrien baissa les yeux et se tut. Maxime me cria après alors que j'ouvrais la porte, « Éléonore, si tu pars, tu en subiras les conséquences. » Je me retournai et regardai droit dans les yeux l'homme qui avait été mon mari pendant 5 ans. Tu viens de me frapper 2 fois devant toute ta famille. À partir de cet instant, tu as perdu le droit de me parler de conséquences. Dans le couloir, le vent et la pluie battante m'accueillirent avec un frisson perçant. La porte de l'appartement se referma derrière moi, étouffant les cris de Laurence. Je montai dans l'ascenseur. Dans le miroir, je vis une femme à la joue enflée et à la lèvre en sang, mais il n'y avait plus aucune demande de pitié dans ses yeux. Mon téléphone vibra. Un message d'Étienne, carte bloquée. Emails urgents envoyés. S'il te plaît, va dans un endroit sûr. Je le lus et m'appuyai contre la paroi de l'ascenseur. C'est alors seulement que je sentis mes jambes se dérober sous moi, mais je ne pleurais pas. En bas, la pluie tombait à verse. Je sortis, laissant derrière moi un dîner refroidi, des insultes venant de l'étage supérieur et 5 personnes qui, pour la première fois, comprenaient que le puits dans lequel elles puisaient depuis si longtemps venait enfin de révéler son fond. Je sortis du parking souterrain sous une bruine fine comme de la poussière. Les essuie-glaces dégageaient méthodiquement l'eau du pare-brise, mais ma vision restait floue, non pas à cause de la pluie, mais à cause de ma joue gauche qui me lançait de chaleur, de ma lèvre meurtrie et de quelque chose de profond dans ma poitrine qui venait de se briser irrévocablement. Je serrai le volant, essayant de maintenir la voiture dans sa voie. Le téléphone dans mon sac vibrait sans cesse. Maxime appelait. Laurence appelait. Clément appelait. Bérénice envoyait des SMS, « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Je savais que si je décrochais, ils m'entraînaient à nouveau dans leur cycle vicieux de menaces, d'excuses, d'insultes, et enfin d'exigences pour que je serre les dents et endure. Je n'allais pas chez ma mère. Elle vivait à Montreuil. Mais je savais que si elle voyait mon visage dans cet état, elle ne fermerait pas l'œil de la nuit. Elle avait travaillé dur toute sa vie pour m'élever. Un jour, alors que je me mariais, elle m'avait donné un conseil, « Aime la famille de ton mari, mais jamais au point d'oublier le chemin du retour vers ta propre maison. » Je me tournai vers Courbevoie, vers un immeuble d'appartements moderne près de mon bureau. J'y avais acheté un petit studio après ma dernière promotion, au départ simplement pour avoir un endroit où dormir après des nuits de travail tardives. Personne dans la famille de Maxime ne connaissait cette adresse. J'avais pensé autrefois que garder une telle issue de secours en secret de mon mari était égoïste. Maintenant, je comprenais que pour une femme, sa propre sortie de secours n'est pas un acte de trahison. C'est un endroit où elle peut reprendre son souffle quand la tempête frappe. L'agent de sécurité de la réception me reconnut et fit un signe de tête, « Bonsoir, Madame Vasseur. Vous rentrez tard ce soir. » Je relevai le col de mon manteau plus haut et répondis brièvement, « Oui, je suis juste venu chercher quelques documents. » Heureusement, il ne posa pas d'autres questions. J'entrai dans l'ascenseur et appuyai sur le bouton du 12e étage. Dans cet espace clos, mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Maxime apparut à l'écran, « Tu as surréagi. Reviens et nous parlerons. » Puis un autre, « La tension de maman a grimpé en flèche à cause de toi. » Et enfin, un message qui me fit pousser un rire sec et vide, « J'ai perdu mon sang-froid. » Je l'ai fait sous le coup de l'impulsion. N'en fais pas un drame. Il avait perdu son sang-froid. 2 gifles au visage. Une tentative d'extorsion de 20 000 €. Une table pleine de témoins. Et il appelait cela perdre son sang-froid. Je pris des captures d'écran de tous les messages et les enregistrai dans un nouveau dossier que je nommais « Limite ». Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. J'entrai dans le petit appartement. Il faisait sombre et cela sentait le bois neuf et les huiles essentielles. J'allumai la lumière, enlevai mes chaussures et jetai mon sac sur le canapé. L'appartement ne comprenait qu'une chambre, une kitchenette et un balcon étroit avec vue sur les rues humides de la ville. Ce n'était pas aussi luxueux que celui de Neuilly-sur-Seine, mais c'était si calme que je pouvais entendre ma propre respiration. J'allai dans la salle de bain. Sous la lumière crue, le miroir me renvoya une image qui me paralysa. Ma joue gauche était gravement tuméfiée, ma joue droite enflée. Une petite coupure sur ma lèvre. La femme dans le miroir ne ressemblait en rien à la directrice financière à qui les employés s'adressaient avec le plus grand respect.
Elle ressemblait à quelqu'un qu'on avait traîné sur le sol pendant 5 ans au nom de la soumission et qu'on avait fini par jeter sur le trottoir. Je posai mes mains sur le lavabo, la gorge serrée. Je voulais pleurer, mais dès que les larmes me montèrent aux yeux, je me souvins des paroles de Laurence, frappe-la. Ça va la réveiller. Oui, je m'étais réveillé. À tel point que je n'allais plus laver mes blessures avec des larmes. Je pris mon téléphone, activai l'appareil photo frontal et pris des photos de mon visage sous tous les angles. De face, de profil, un gros plan de la lèvre coupée, le poignet rougi là où Maxime m'avait saisi en me barrant la porte. Je photographiai également la petite tache de sang sur le col de mon chemisier. Ensuite, j'allumai l'enregistreur vocal et racontai clairement, sans émotion, tout ce qui s'était passé pendant le dîner. L'heure, le lieu, les 2 gifles de Maxime, la demande de 20 000 €, les insultes de chacun d'eux. Quand j'eus terminé, j'appelai Julien Croisille. C'était un vieil ami de mon père décédé il y a 10 ans. Un avocat calme et pragmatique qui ne perdait jamais son temps en paroles inutiles. Dès qu'il décrocha, il dit « Éléonore, si tu m'appelles à cette heure-ci, ça ne peut pas être une bonne nouvelle. » Je restai silencieuse un moment, puis répondis « Maître Croisille, mon mari m'a frappé. Je veux divorcer. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Pas de soupir de sympathie, pas de question du genre « Es-tu sûr ?» juste sa voix qui devint encore plus grave et résolue. « Où es-tu maintenant? Es-tu en sécurité? » Dans mon studio à Courbevoie. Sa famille ne connaît pas cette adresse. As-tu verrouillé la porte? Oui. As-tu des vertiges? Des nausées? As-tu très mal à la tête? Je touchai ma tempe. J'ai vu des taches devant mes yeux au début, mais ça va mieux maintenant. J'ai la lèvre coupée et les joues enflées. Écoute-moi attentivement. Demain matin, à la première heure, tu vas dans un centre de soins urgents ou aux urgences pour obtenir un certificat médical. Prends des photos des blessures ce soir. Sécurise tous les messages, journaux d'appel, enregistrements, rassemble tout ce qui concerne tes actifs, relevés bancaires, titres de propriété de l'appartement, papier de la voiture, carte secondaire, compile tout. Tu es financière. Tu connais la règle de base. Sans document, les paroles ne sont que du vent. Ma voix se brisa. J'ai déjà pris des photos. J'ai aussi enregistré ce qui s'est passé. Excellent. Et souviens-toi d'une chose, Éléonore. Ne te bats pas avec des larmes contre quelqu'un qui est un excellent acteur. Batte-toi avec des preuves tangibles. Cette phrase s'ancra profondément dans ma mémoire. Avant de raccrocher, il me conseilla de n'ouvrir la porte sous aucun prétexte. Si Maxime ou Laurence parvenaient à me trouver ici, je devais appeler la police immédiatement. Un divorce n'est pas un échec, Éléonore. Parfois, c'est juste une évacuation d'un incendie que quelqu'un d'autre a allumé. Je m'assis sur le bord du lit et c'est alors seulement que les larmes commencèrent à couler. Quelques gouttes chaudes roulèrent sur la blessure, piquant jusqu'au plus profond de mon âme. Je pleurais pour la femme qui, pendant 5 ans, avait cru que le fait d'être obéissante apporterait la paix dans un foyer qu'elle avait bâti toute seule. Le téléphone vibra à nouveau. Un message vocal de Laurence. Je portai l'appareil à mon oreille, « Éléonore, si tu te crois si maligne, alors va-t'en pour de bon. Mais souviens-toi, une femme qui abandonne son mari et son foyer au milieu de la nuit n'est qu'une traînée. Demain, quand la famille l'apprendra, ne viens pas m'accuser de ce que les gens diront. » J'archivai le message. Puis un autre de Maxime, « J'ai perdu mon sang-froid. Je t'ai frappé. Mais tu es aussi allé trop loin en insultant ma mère. Reviens à la maison, nous allons parler. N'implique pas mon entreprise là-dedans. » Je fixai ce message pendant un long moment. Des excuses assorties d'une condition. Aucune inquiétude pour sa femme, mais la dernière phrase concernait toujours son travail. Je me levai et me lavai le visage à l'eau froide. L'eau sur les plaies faisait mal, mais elle me clarifia l'esprit. Je sortis une boîte en carton du placard et rassemblai une copie du titre de propriété de mon appartement, le contrat de mariage que j'avais eu la chance de signer, le contrat de prêt immobilier, les factures de meubles, le contrat de location de la voiture et mes anciens relevés bancaires. J'étalai le tout sur la table, trié en piles ordonnées. Dehors, la pluie tombait à verse. La ville était toujours illuminée. Des voitures filaient sur les avenues. Et moi, dans mon petit appartement au 12e étage, je venais de mettre fin à une comédie qui avait duré exactement 5 ans.
vers 2 heures du matin, je posais mon téléphone sur la table et regardais le dossier, limite, désormais rempli de photos, d'enregistrements et de captures d'écran. Je ne tremblais plus. À partir de cette nuit-là, je ne me préparais pas à gagner une dispute lors d'un dîner. Je me préparais à amputer chirurgicalement ma vie d'un mariage pourri jusqu'à la moelle. Le lendemain matin, je me réveillais juste après 6 heures. J'avais à peine dormi, mais mon esprit était d'une acuité incroyable. Mes joues étaient toujours enflées et ma lèvre me faisait souffrir à chaque tentative d'ouvrir la bouche. J'appliquais une compresse froide, puis m'habillais avec un pull à col roulé. La première chose que je fis ne fut pas de me rendre au bureau, mais aux urgences d'un hôpital pour obtenir un certificat médical. Assise dans la salle d'examen, j'entendis la question de routine du médecin sur la cause des blessures. Pendant une fraction de seconde, j'hésitais. C'était l'hésitation familière des femmes victimes de violences domestiques, la peur des questions supplémentaires, la peur de perdre sa dignité, la peur que les secrets de famille ne deviennent de la nourriture pour les commérages. Mais je me souvins alors de l'expression de Laurence de la veille, un regard dénué de la moindre once d'empathie. Je dis clairement, mon mari m'a frappé 2 fois au visage avec le plat de la main et m'a poussé au sol. J'ai besoin d'un certificat médical et d'un rapport officiel. Le médecin m'interrogea sur les maux de tête, les nausées, les vertiges. Après m'avoir examiné, il décrivit méticuleusement les ecchymoses sur les 2 joues, la coupure sur ma lèvre et les contusions rouges sur mes poignets là où Maxime m'avait saisi. Je plaçai soigneusement le document, le reçu et les photos dans mon dossier de preuve. À partir de ce moment, la douleur sur mon visage n'était plus une affaire privée à régler derrière des portes closes. C'était devenu une preuve. Vers 9 heures, j'arrivai au bureau. Le gratte-ciel de verre étincelait comme toujours. La réceptionniste me salua, « Bonjour, Madame Vasseur. » Je hochai la tête, essayant de marcher droit. Une épaisse couche de fond de teint ne masquait que partiellement l'ecchymose. Étienne m'attendait à la porte de mon bureau. Il se figea en me voyant, « Éléonore. » Je jetai mon sac sur le bureau. « Ne me demande pas si je vais bien. J'ai besoin des rapports. » Étienne resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Il posa un classeur épais devant moi, « J'ai tout rassemblé. Ton compte personnel, les cartes de crédit secondaire, les ordres permanents et toutes les dépenses que tu as classées pour la famille de Maxime. Et ce n'est qu'un aperçu préliminaire. » J'ouvris la première page. Les chiffres s'alignaient sur le papier, froid et net. 10 000 € transférés chaque mois sur le compte de Laurence avec la ponctualité d'une paie d'entreprise. Le remboursement du prêt immobilier de leur maison, les factures de services publics, les médicaments d'Adrien non remboursés dans des cliniques privées, l'acompte et les mensualités de la voiture de Maxime, un prêt à Clément pour des réparations automobiles. De l'argent qu'il avait demandé pour un investissement en bourse, de l'argent pour la naissance de son fils, les cadeaux de Noël, le paiement des colonies de vacances, des vacances de luxe pour mes beaux-parents. J'atteignis la dernière page. Le total préliminaire s'élevait à 750 000 €. Je fixai ce chiffre pendant un long moment. 3/4 de million d'euros. Le prix d'un bel appartement de 3 pièces dans un bon quartier. Un solide fonds de retraite pour ma mère. La sécurité pour l'enfant dont j'avais rêvé autrefois. Pendant 5 ans, cet argent m'avait glissé entre les doigts au milieu de phrases comme « Nous sommes une famille. Les frères doivent s'entraider. Tu es une bonne belle-fille. » Je ris, mais une boule se forma dans ma gorge. « Étienne, tu sais à quoi cela ressemble ?» Mon assistant resta silencieux. « Cela ne ressemble pas à un relevé bancaire. Cela ressemble à un registre comptable écrit avec du sang. » Étienne baissa les yeux, murmurant d'une voix basse, « Je suis désolé, Éléonore. J'aurais dû te prévenir plus tôt. » Je secouai la tête. « Non, c'est moi qui ai autorisé ces transferts. Je me suis bandé les yeux toute seule. » Pendant cette conversation, le téléphone de mon bureau retentit. C'était la réceptionniste, sa voix semblant très inquiète, « Madame Vasseur, il y a un homme dans le hall principal nommé Brumand. Il crie et fait une scène, exigeant de vous voir immédiatement. » Je regardai Étienne. « Est-ce que les caméras du hall enregistrent aussi le son ? » Oui. La zone de réception dispose d'un enregistrement audiovisuel. Fais en sorte que la sécurité sécurise cet enregistrement. Dis au gars de la gestion du bâtiment de descendre en renfort pour la réception. Personne ne doit se disputer avec lui. Je ne descends pas. 5 minutes plus tard,
un employé du bâtiment m'envoya une courte vidéo sur mon téléphone. Sur l'enregistrement, Maxime se tenait au milieu du hall en marbre de mon entreprise, dans une chemise froissée, les cheveux ébouriffés, le visage rouge. Il pointait un doigt vers les barrières d'accès aux ascenseurs, hurlant « Ma femme est Éléonore Vasseur. Votre directrice financière est une ingrate. Elle a coupé les vivres pour les médicaments de son beau-père malade et m'a fait licencier de mon travail. Elle gagne une fortune et traite la famille de son mari comme des moins que rien. » Les employés qui passaient s'arrêtèrent, certains stupéfaits, d'autres sortant leur téléphone pour filmer. Je serrai le bord de mon bureau, fixant l'écran. Hier, Maxime m'avait battu dans notre foyer. Aujourd'hui, il apportait notre linge sale dans le hall de mon entreprise pour détruire ma réputation. Étienne demanda, « Veux-tu que je descende lui parler ?» Non, répondis-je immédiatement. Ne le laisse pas transformer mon entreprise en son théâtre privé. Appelle la sécurité et fais-le escorter hors du bâtiment. S'il résiste et fait une scène, appelle la police. Demande-leur d'établir un rapport d'incident. Maxime continuait de hurler en bas, « Éléonore Vasseur, si tu es si courageuse, descends ici et dis-le devant tout le monde. Ne te cache pas dans ton petit bureau climatisé pendant que tu détruis ta propre famille. » J'appelai la réception, donnai instruction à la sécurité de suivre la procédure. Si Monsieur Brumont ne quitte pas le bâtiment volontairement, veuillez appeler la police. Ne discutez pas avec lui. Quelques minutes plus tard, une patrouille de police arriva. Alors que les agents le conduisaient vers les portes tournantes, Maxime se retourna et hurla vers les ascenseurs, « Tu le regretteras, Éléonore. À cause de toi, je perds mon travail, et je veillerai à ce que tu perdes ta réputation. » J'écoutais cette phrase à partir du fichier vidéo enregistré. Lorsque la situation en bas revint à la normale, la direction me convoqua dans une petite salle de réunion. Le PDG, le directeur juridique et la directrice des ressources humaines étaient présents. Une situation où la directrice financière est impliquée dans un scandale familial, en particulier un scandale concernant un fournisseur majeur de l'entreprise, ne pouvait passer inaperçu. Le PDG demanda directement, « Éléonore, votre demande d'hier concernant un audit du contrat d'Emball Express est-elle directement liée à ce conflit privé ?» Je posai mon dossier sur la table. Il y a un risque important que cela soit interprété ainsi. C'est pourquoi je demande à être complètement retiré du processus d'audit. Laissez le contrôle qualité juridique et l'audit interne enquêter sur cette affaire de manière totalement indépendante. Si Emball Express a fonctionné conformément aux normes, le contrat restera inchangé. S'il y a eu des irrégularités, procédez selon le protocole. Je ne signerai aucun document final dans cette affaire. Le directeur juridique hocha la tête. Et qu'en est-il de l'incident dans le hall ? Je sortis une copie du rapport médical de mon dossier et la posai sur la table, à côté d'une impression des captures d'écran des SMS où Maxime admettait m'avoir frappé dans un accès de rage. Une grande partie des données étaient masquées pour préserver un minimum de confidentialité. Ce sont des affaires personnelles, mais Monsieur Brumont est venu sur mon lieu de travail pour perturber délibérément l'ordre et attaquer ma réputation. Je demande à l'entreprise de prendre les mesures légales appropriées conformément à la politique de sécurité du bâtiment. Mon avocat gérera le reste. Un silence s'abattit sur la pièce. After un moment, le PDG dit, « Éléonore, l'entreprise exige de la transparence, mais vous avez également besoin de protection. Nous allons gérer cela selon la procédure. » Je hochai la tête. C'étaient les premières paroles équitables que j'entendais en 2 jours. De retour dans mon bureau, je regardais à nouveau le rapport totalisant 750 000 €. Au même moment, mon téléphone émit un signal sonore. Une notification d'un nouveau message de Laurence, « À cause de toi, la police a emmené mon fils comme un criminel. Tu es un monstre. La vie te le fera payer, tu verras. » J. Le lus. Je pris une capture d'écran. Je ne répondis pas. Oui, la vie rend ce que l'on donne. La seule différence était que cette fois, ce n'était pas moi qui allais payer la facture. Dehors, le soleil fit son apparition après la pluie du matin. La ville palpitait à son propre rythme bruyant, comme totalement indifférente au fait qu'une femme venait d'être battue et sa réputation ternie. Je posai ma main sur le dossier de documents. Pendant 5 ans, chaque euro quittant mon compte avait une raison familiale. À partir d'aujourd'hui, chaque élément de preuve qui me reviendrait aurait également sa raison. Ma belle famille avait utilisé le mot « famille » pour me bâillonner,
mais même une aiguille cachée profondément dans une botte de foin finit par remonter à la surface. Cet après-midi-là, je me retrouvais seul dans mon bureau avec 2 dossiers devant moi. Le premier contenait les 750 000 € investis dans la famille de mon mari. Le second contenait la documentation d'audit du fournisseur, Emballe Express, où Maxime était responsable. À première vue, ces 2 éléments n'avaient aucun lien, mais en réalité, ils constituaient les 2 extrémités d'une même corde. À l'un des bouts se trouvait l'argent que j'avais versé dans le puits de ma belle famille, et à l'autre se trouvaient les privilèges dont Maxime jouissait dans sa vie professionnelle grâce au soutien influx de sa femme. Étienne frappa à la porte et entra avec une tablette. « Éléonore, le département juridique demande si tu te joindras à la réunion de 16 h pour synthétiser l'audit d'Emballe Express. » Je secouai la tête. « Non, dis-leur que je me récuse complètement du comité. Laisse tout le processus d'évaluation être mené par le juridique, la qualité et l'audit interne. » Étienne hésita un instant. « Buté, tu connais l'historique de ce contrat mieux que quiconque. C'est précisément pour cela que je ne peux pas être là. Aux yeux de la loi, je suis toujours la femme de Maxime et une personne avec qui il est en conflit ouvert. Si je signe ne serait-ce qu'une seule phrase là-dedans, sa famille fera courir le bruit que j'utilise ma position pour une vengeance personnelle. » Étienne hocha la tête. Il travaillait avec moi depuis des années et savait que je détestais l'ambiguïté. Les ambiguïtés financières m'avaient assez blessé. Les ambiguïtés professionnelles ne devaient pas devenir un fardeau de plus. Avant de partir, il dit doucement, « Ne t'inquiète pas. Si leurs papiers sont en règle, personne n'y touchera. S'ils sont malhonnêtes, la vérité éclatera. » Je souris amèrement. À 16 h, les lumières s'allumèrent dans la salle de réunion aux parois de verre au bout du couloir. Je n'y allais pas. Je restais dans mon bureau, la porte entr'ouverte. À travers le verre dépoli, je pouvais voir le directeur juridique, le responsable du contrôle qualité, l'auditeur et les personnes du service des achats. Ils étaient là sans moi, sans mes décisions, agissant uniquement selon les procédures. Je me préparais une tisane au gingembre. La blessure sur ma joue ne me brûlait plus autant, mais elle me faisait encore souffrir au moindre mouvement brusque du visage. Et quand elle me faisait mal, je me souvenais de la main de Maxime et de son cri dans le hall, « À cause de toi, je perds mon travail, et je veillerai à ce que tu perdes ta réputation. » J'ouvris mon ordinateur portable et passai en revue les anciens emails concernant Emballe Express. Mon entreprise fabriquait et distribuait des produits pharmaceutiques. Dans cette industrie, l'emballage n'est pas qu'une simple boîte esthétique, une ligne de découpe mal imprimée, un code de lot illisible, une date d'expiration effacée. Tout cela pouvait perturber l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et compromettre la qualité. En médecine, une erreur d'1 millimètre n'est pas un écart mineur. Parfois, cela mène à une catastrophe complète. Moins d'1 heure plus tard, Étienne m'envoya un message, « Il y a d'énormes problèmes. » Je regardai l'écran et ressentis un soulagement, mais aussi un grand poids dans ma poitrine. Une demi-heure plus tard, le directeur juridique me demanda de venir dans la pièce, non pas pour me demander mon avis, mais pour m'informer des mesures qu'ils allaient prendre. Ils devaient informer le conseil d'administration financier de la gestion des risques. Lorsque j'entrai, un tableau présentant des lots d'emballage d'Emballe Express des 18 derniers mois était affiché sur le grand écran. Le responsable du contrôle qualité pointe à 3 éléments marqués en rouge. Nous avons ici au moins 4 lots présentant des alertes qualité antérieures. 2 en raison d'écart de couleur, un avec une erreur dans le numéro d'enregistrement du médicament et un autre présentant un grammage de carton différent non conforme à l'échantillon approuvé. À l'époque, le service de réception avait autorisé des corrections, mais les rapports de justification sont incomplets. Je m'assieds, gardant un ton neutre, demandai qui, chez Emballe Express, avait signé les déclarations de conformité. Le chef de la qualité me jeta un coup d'œil rapide avant de répondre, « Maxime Brumand. » Personne ne dit plus rien, mais le silence parlait de lui-même. Il ne s'agissait plus seulement de mon mari. C'était la preuve qu'un responsable des ventes chez un fournisseur avait clairement les mains sales. Le directeur juridique afficha un email à l'écran, « Nous sommes tombés sur un échange de courriels internes chez Emballe Express qu'un de leurs employés a envoyé par erreur avec tout l'historique de la correspondance à notre service des achats. Il montre que M. Brumand, bien que pleinement conscient qu'un lot présentait des défauts, a exercé une pression immense sur son équipe pour libérer les marchandises et respecter les délais des indicateurs clés de performance. » Il lut ensuite l'email, hésitant comme s'il était embarrassé de le lire à haute voix. « S'il vous plaît, lisez-le, dis-je froidement.
C'est professionnel. L'avocat lut lentement, expédiez-le, c'est tout. Ma femme est facile à gérer. Il n'y aura pas de problème. Le silence retomba dans la pièce. Je fixai ces mots à l'écran. Pour une raison quelconque, à ce moment-là, je ne ressentis pas la douleur déchirante que j'avais éprouvée lorsqu'il m'avait frappé. Je ressentis seulement une immense honte. La honte d'avoir, pendant 5 ans, utilisé mon autorité pour promouvoir un homme qui en était totalement indigne. Non seulement il vivait à mes crochets à la maison pour jouer les rois du monde, mais il utilisait également sans vergogne mon nom pour imposer des produits de piètre qualité à l'entreprise même où je travaillais. Le PDG se racla la gorge. Éléonore, avez-vous quelque chose à ajouter concernant ce conflit d'intérêts? Je demande qu'il soit clairement et explicitement consigné que, dès que le risque a été identifié, je n'ai pas participé à l'évaluation. Je n'ai signé aucune conclusion et je n'ai mené aucune conversation privée avec Emball Express à ce sujet. Quelle que soit la décision du comité indépendant, je m'y conformerai pleinement. Si nécessaire, je fournirai l'intégralité de mes archives de communication professionnelle pour prouver mon absence d'ingérence. Le directeur juridique hocha la tête. Actuellement, notre proposition est de suspendre toutes les nouvelles commandes d'Emball Express, d'inspecter tout leur lot dans nos entrepôts, d'exiger une explication écrite et d'envoyer simultanément une notification officielle de violation grave des normes de qualité et d'exploitation de relations personnelles à des fins d'influence. Je dis simplement, faites ce que vous devez faire, conformément à la procédure. La réunion se termina à 17h30. Je retournai à mon bureau et, un instant plus tard, mon téléphone personnel sonna. C'était Maxime. Je le laissai sonner une fois. La deuxième fois, j'activai l'enregistrement de l'appel et répondis. La voix de Maxime était rauque et précipitée. Éléonore, qu'est-ce que tu fabriques, bordel? Mon patron vient de m'appeler. Il a dit que ton entreprise avait suspendu les commandes et qu'ils auditaient les lots dont je suis responsable. Si Emball Express a tout fait dans les règles, alors tu n'as pas de quoi t'inquiéter, répondis-je calmement. Ne me parle pas sur ce ton. Tu sais très bien à quel point ce contrat est important pour moi. Je le sais, et c'est précisément parce qu'il est si important qu'il doit être exécuté sans faille. J'entendais sa respiration lourde et furieuse à l'autre bout du fil. Est-ce que tu te venges pour hier? Je ne fais pas partie du comité d'audit. Je n'ai signé aucune lettre à ce sujet. Je n'ai pas appelé ton patron. Ce qui te met dans une situation difficile, ce sont les emails que tu as écrits toi-même, les rapports que tu as autorisés toi-même et tes propres mots disant que ta femme était facile à gérer. Un silence de mort régna sur la ligne pendant plusieurs secondes. Tu as lu cet email? Tout le service juridique de notre entreprise l'a lu. Maxime jura doucement entre ses dents. Éléonore, s'il te plaît, parle à tes collaborateurs. Dis-leur de me donner plus de temps. Si cette merde éclate au grand jour, je vais tout perdre. Ils vont me licencier pour faute grave. Je regardais par la fenêtre. Paris commençait à s'illuminer de milliers de néons. Les lumières de la ville se mêlaient, brillantes mais glaciales. Maxime, hier tu exigeais 20 000 € de ma part, en me menaçant de conséquences si je ne payais pas. Aujourd'hui, tu me supplies de sauver ton emploi. Ne vois-tu pas l'ironie de la situation? Sa voix s'adoucit, devenant presque suppliante. J'ai perdu mon sang-froid. Mais le mariage sert à cela, à se soutenir mutuellement. Ce que tu fais maintenant, c'est juste me couler. Je répondis lentement, je ne te coule pas. Tu t'es construit un pont de papier et tu as forcé les autres à marcher dessus. Maintenant que le pont s'est effondré, ne viens pas te plaindre d'avoir les pieds mouillés. Il serra les dents. Tu as changé. Tu es impitoyable. Non, j'ai juste arrêté de faire semblant de croire que tu es quelqu'un de bien. Je raccrochai. 10 minutes plus tard, Laurence appela. Je ne répondis pas. Elle laissa un message vocal. Sa voix était aiguë, criarde, plus haute que d'habitude. Éléonore, tu es un fléau pour cette famille. Depuis que mon Maxime t'a épousée, il n'a eu que des ennuis. Tu es riche, mais tu es vicieuse. Tu as une montagne d'argent, mais pas une once de cœur. Tu verras, Dieu te punira pour cela. J'enregistrai le message. Comme c'était étrange. Autrefois, ces mots m'auraient causé de la peine. Maintenant, je les considérais comme une nouvelle preuve excellente. Tard dans la soirée, Étienne m'envoya une mise à jour. Emball Express avait suspendu Maxime de ses fonctions,
avec effet immédiat, en attendant les conclusions de l'enquête. Plusieurs de ses subordonnés, ne voyant pas d'autre issue et craignant pour leur propre emploi, avaient fourni à la direction des emails et des captures d'écran de messages prouvant que Maxime avait délibérément poussé à la validation de lots défectueux uniquement pour atteindre ses objectifs de vente et obtenir sa prime. Je lus le message jusqu'au bout et posai mon téléphone. En une seule journée, Maxime avait perdu deux choses qu'il pensait garanties à vie, le droit d'être le seigneur et maître qui pouvait frapper sa femme dans son propre foyer, et le poste de responsable commercial qu'il n'avait obtenu et conservé qu'en profitant de la réputation de sa femme. Dans la vie, ce que l'on emprunte aux autres et que l'on ne respecte pas finit tôt ou tard par vous être réclamé. Une réputation, des privilèges et le silence d'une femme maltraitée. Le lendemain matin, les nouvelles de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière me parvinrent plus vite que Laurence ne put m'appeler pour me maudire. Une infirmière que je connaissais, avec qui je coordonnais souvent des arrangements privés et payais des examens supplémentaires pour Adrien, m'envoya un message. Il était court, Madame Vasseur, Monsieur Brumand est venu pour un contrôle ce matin. La famille a causé une scène terrible dans la zone d'enregistrement, criant dans tout le couloir. Je vous écris simplement pour vous informer. Je le lus à mon bureau. Des rayons de soleil traversaient la fenêtre, mais à l'intérieur, je ne ressentais qu'un frisson. J'imaginais ce qu'avait dû être cette scène terrible. Pour le personnel hospitalier, habitué à la discrétion, c'était une description très polie. Pour Laurence, le fait de se voir soudainement refuser une visite VIP sans file d'attente avec un éminent professeur, payé par des fonds de direction, suffisait à transformer le couloir d'un hôpital public en sa scène de drame personnel. Je répondis, merci pour l'information. S'il vous plaît, demandez à l'hôpital de procéder entièrement selon les procédures normales de l'assurance maladie. Si la famille pose des questions sur les restes à charge, elle doit être orientée vers le service de facturation comme n'importe quel autre patient. Il n'y aura plus de traitement prioritaire ni de paiement pour des services premium de ma part. J'envoyai le message et posai le téléphone. Auparavant, avant chaque visite d'Adrien, Laurence n'avait qu'à m'appeler, et j'organisais des consultations avec des spécialistes grâce à ma mutuelle premium, déléguant des assistants du service médical pour l'aider dans les démarches administratives. Lorsqu'il y avait des médicaments non remboursés coûtant plusieurs milliers d'euros, je payais la différence. Laurence s'était tellement habituée à entrer dans la clinique la tête haute que je l'avais un jour entendu se vanter auprès de ses tantes autour d'un café, avec mon Éléonore dans le secteur pharmaceutique, c'est un rêve. Je n'ai qu'à prononcer son nom et on me propose déjà du café en me faisant passer devant tout le monde. J'avais souri à l'époque, pensant naïvement que c'était une petite joie pour une personne âgée. Maintenant, je réalisais la vérité brutale. Les choses données par pur amour sur une longue période à des personnes exigeantes et gâtées finissent par devenir des choses qu'elles estiment simplement méritées. À 10 heures, le téléphone sonna. Laurence. Je rejetai l'appel. Elle appela une deuxième fois, une troisième. Je posai le téléphone face contre table. Un instant plus tard, Maxime appela. J'activai l'enregistrement et répondis. Sa voix était nerveuse et précipitée, « Éléonore, appelle l'hôpital tout de suite. Maman est en train de faire une scène. Papa doit attendre dans la file d'attente pour une consultation comme un sans-abri de la rue. Et ils nous ont fait payer ces foutus médicaments non remboursés de notre propre poche. Pourquoi fais-tu cela? Est-ce que ton père a été vu par un médecin? Demandai-je froidement. Oui, mais il ne le traite plus comme avant. C'était ainsi avant parce que je payais pour un forfait premium et des procédures supplémentaires, répondis-je lentement. À partir d'aujourd'hui, ta famille attendra dans les files d'attente et gérera les documents d'assurance comme n'importe quel citoyen de ce pays. Vois-tu quelque chose d'anormal à cela? Maxime resta silencieux quelques secondes, puis baissa la voix, mon père a le cœur fragile, Éléonore. Ne te venge pas de cette façon. Je regardais l'échymose visible dans mon reflet sur l'écran sombre de l'ordinateur. Maxime, je ne me venge pas sur un beau-père malade. J'ai simplement cessé de parrainer les luxes de personnes qui me frappent, m'insultent, puis essaient de me convaincre que c'était mon foutu devoir. Faut-il toujours que tu sois aussi froide, grogna-t-il. Je l'ai appris de ta famille. Cette nuit-là, quand j'étais allongé sur le sol, personne n'a été particulièrement chaleureux avec moi. Maxime se tut à nouveau. Je raccrochai. Vers midi, la première vidéo apparut. Étienne me l'envoya sans commentaire, juste un lien Facebook et une phrase, regarde ça quand tu seras calme. Sur l'enregistrement,
Laurence était assise sur les marches en béton devant l'entrée de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ses cheveux étaient ébouriffés. Un masque chirurgical était abaissé sous son menton. Dans ses mains, elle serrait les papiers de sortie d'Adrien. Clément se tenait à proximité, la filmant avec son téléphone, tandis que Bérénice se penchait sur sa belle-mère, lui caressant tendrement l'épaule avec l'air d'une belle fille parfaite tout droit sortie d'une publicité. Laurence versait d'épaisses larmes théâtrales face à la caméra. « Regardez ça, les gens. Ma belle-fille, directrice financière dans une grande entreprise pharmaceutique à Paris, une femme riche dans un immense appartement, et elle a coupé l'aide à mon mari malade. Forçant un vieil homme qui a eu des crises cardiaques à attendre des mois pour un rendez-vous dans le réseau public. Elle nous oblige à payer des milliers d'euros de notre poche pour des frais médicaux sur nos maigres retraites. Et elle s'est arrangée sournoisement pour que mon fils soit licencié de son travail. Vous élevez un fils, il se marie, et vous vous retrouvez avec une femme qui a une montagne d'argent mais zéro cœur. » J'écoutais jusqu'à ce moment et coupais le son. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais analyser leur langage corporel. Clément était assez doué avec la caméra. Il cadrait délibérément l'entrée de l'hôpital public. Puis il zoomait sur Adrien abattu, voûté sur un banc, et enfin faisait un panoramique sur le visage de Laurence alors qu'elle essuyait ses larmes. Bérénice, debout à côté d'elle avec les yeux convenablement rougis, jouait le rôle de l'actrice de soutien à la perfection et avec émotion. Si un étranger ne connaissait pas la vérité, il ressentirait sûrement de la sympathie pour cette pauvre famille opprimée. Étienne entra dans mon bureau et posa une tasse d'eau chaude sur mon bureau. « Éléonore, cette vidéo est en train de devenir virale. Quelques groupes locaux parisiens et des sites de commérage l'ont déjà partagé sous le titre « Une cadre parisienne achève ses beaux-parents ». J'ouvris la section des commentaires. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Mon Dieu, ces femmes d'affaires aujourd'hui sont des monstres, la richesse rend les gens horribles, retirez ses médicaments à un vieil homme, elle sera jugée pour cela, son mari a perdu son travail. Elle a probablement tiré des ficelles dans son entreprise. Pauvre homme. Les mots défilaient devant mes yeux comme du sable versé d'un seau. Des gens sur Internet qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient jamais vu combien d'argent cette famille m'avait soutiré, et qui ne voyaient pas ma lèvre sanglante et mes joues enflées cachées sous mon maquillage, me jugeaient en une fraction de seconde. Comme il est typique que tout le monde soit si impatient de jouer les juges dans la vie d'autrui. Je demandais à Étienne si l'hôpital pouvait publier un communiqué ou une courte confirmation. J'ai parlé avec leur administration. Ils peuvent nous fournir une lettre officielle confirmant que M. Adrien Brumand a été admis pour une consultation conformément à son rendez-vous prévu par l'assurance maladie et qu'à aucun moment il ne s'est vu refuser des soins vitaux. Quant aux médicaments, il a été traité comme un patient bénéficiant de la sécurité sociale standard, de sorte que la famille a dû payer elle-même les articles non remboursés. Je vais faire la demande de documents en ton nom, mais Éléonore, ne publie rien sous le coup de l'émotion avant que nous l'ayons. Il me regarda. Vas-tu vraiment les laisser te traîner ainsi dans la boue publiquement ? Je pris une gorgée d'eau chaude. Quand le liquide toucha la coupure sur ma lèvre, je grimaçai de douleur. Si je publie une déclaration maintenant, cela donnera l'impression que je panique et que j'essaie d'éteindre un incendie, répondis-je. Laisse-les parler. Plus ils mentent, plus les preuves de diffamation seront solides pour le procureur et pour une action civile. Étienne hocha la tête, bien que son visage montrât de la frustration. Peu après, ma mère m'appela. Voir maman sur l'écran me réchauffa le cœur. Je répondis. La voix de ma mère était tremblante. Ma chérie, qu'est-ce que c'est que ces bêtises qu'ils écrivent et publient sur Internet ? Bien sûr, je n'y crois pas, mais je m'inquiète. Tu es toute seule là-bas. Tu pourrais ne pas y faire face. Je me tournai vers la fenêtre, une boule dans la gorge. Je vais bien, maman. Le père de Maxime est soigné par l'hôpital. Tout cela n'est que mensonge. J'ai juste arrêté de les entretenir et de payer pour des traitements privés. Ma mère resta silencieuse quelques secondes. Il t'a frappé, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il t'a frappé ? Je ne répondis pas tout de suite. J'entendis son doux soupir. Éléonore, nous les mères, nous sommes toutes faites de la même façon. Une fille peut ne rien dire, mais le cœur d'une mère entend tout. Je ne vais pas te harceler de questions, mais souviens-toi, dans notre famille, nous avons peut-être été pauvres autrefois, mais nous n'avons jamais été des lâches. Ne laisse personne s'essuyer les pieds sur toi simplement parce que tu as peur de ce que les gens diront. Je fermai les yeux. D'accord, maman. Je sais.
Quand je raccrochais, mes yeux étaient humides, mais à nouveau, je ne pleurais pas. Je remis la vidéo en marche. Laurence sanglotait, je prie simplement Dieu pour que cette femme retrouve la raison, qu'elle ne déverse pas sa colère sur un vieil homme malade. Il n'a rien fait de mal. À ce moment précis, j'entendis la voix de Bérénice à l'arrière-plan. Apparemment discrète, mais très claire, c'est un requin de la finance, une sans-cœur. Même si la famille mourait de faim, elle s'en moquerait éperdument. J'archivai l'enregistrement, le fichier original, les liens vers les partages, tous les commentaires les plus consultés attaquant ma moralité, les profils qui répétaient les mensonges. Étienne m'aida à prendre des captures d'écran avec les dates et heures clairement visibles. Mon avocat, Maître Croisille, m'envoya un court SMS, ne réagissait pas émotionnellement. D'abord, une constatation électronique par huissier de toutes les preuves. Compris, Maître Croisille, répondis-je. En fin d'après-midi, la vidéo était partout sur les principaux groupes de discussion parisiens. Un partenaire commercial sérieux me demanda sur LinkedIn si j'avais besoin d'un soutien en relations publiques pour mon image personnelle. Un vieil ami d'école m'envoya un emoji triste. D'autres connaissances plus lointaines m'envoyèrent des messages, à moitié par sympathie, à moitié par curiosité, simplement pour entendre les commérages. Je les ignorais tous, ne répondant qu'aux emails professionnels. Dehors, Paris vivait sa propre vie. À la Pitié-Salpêtrière, Laurence se délectait probablement encore de son rôle de victime privée de soins. Maxime se cachait probablement derrière le dos de sa mère. Clément et Bérénice célébraient le fait que des larmes devant une caméra peuvent transformer le noir en blanc. Mais ils oubliaient une chose. Les larmes peuvent temporairement troubler la vision du public, mais elles ne peuvent pas effacer des relevés bancaires officiels munis d'un sceau de la banque, un rapport médical signé par un médecin légiste avec son numéro de licence. Un rapport de police officiel ou des documents de sortie d'un hôpital public. Ce soir-là, dans mon petit appartement de Courbevoie, j'ouvris mon ordinateur portable et, à l'intérieur du dossier, limite, je créai un sous-dossier, diffamation et calomnie. J'y jetai chaque vidéo, capture d'écran d'insultes et liens, disposés en rangées soignées comme des munitions bien affûtées. Chaque courte vidéo représentait une des séances de pleurs de Laurence. Je comprenais qu'à partir de ce jour, ma bataille ne se jouait plus entre les quatre murs d'un élégant appartement de Neuilly-sur-Seine. La bataille s'était déplacée sur la place publique d'Internet, et en entrant dans une telle arène, je ne pouvais me permettre la moindre faiblesse. Maître Croisille m'appela vers 21h. Sa voix était calme comme toujours, mais je sentais la gravité dans chaque mot. « Éléonore, tu n'as publié aucun communiqué, n'est-ce pas ?» ?»« Non, Maître Croisille. Pour l'instant, j'archive simplement. » »« Très bien. Demain matin, à la première heure, nous procédons à une préservation légale des preuves électroniques. La vidéo originale, les profils qui l'ont partagée, les captures d'écran de la portée, les commentaires injurieux identifiables par leur nom. Tout doit être consigné par un expert en informatique légale avec une date et une heure précises. Quiconque s'avance face à une foule en colère les mains nues risque d'être mis en pièces. Nous ferons cela comme des professionnels. Je regardais mon écran. Dans le dossier de diffamation, les fichiers vidéo étaient alignés. Maître Croisille, demandai-je, devrais-je publier une déclaration publique pour informer les gens que mon beau-père reçoit toujours ses traitements? Oui, mais ne l'écris pas du point de vue d'une épouse blessée. Écris-la comme une directrice financière, avec des documents à l'appui. Énonce les faits et joins les preuves de la manière la plus concise possible. Ceux qui ont les faits de leur côté n'ont pas besoin de crier sur Internet. Seuls les coupables doivent élever la voix pour étouffer les faits. Je restai silencieuse. Sans ces 2 gifles le dimanche soir, mon cœur se serait probablement adouci. Je me serais inquiété de la maladie d'Adrien, j'aurais paniqué à l'idée que Maxime perde son emploi, je me serais tracassé pour les murmures des proches et, finalement, pour avoir la paix, je leur aurais transféré d'autres dizaines de milliers d'euros. Mais à présent, je n'avais plus peur de ce que les gens diraient. J'avais surtout peur de redevenir une idiote utile, un puissant fond dans lequel ils pouvaient puiser librement. Le lendemain matin, le cabinet d'avocats de Maître Croisille fit procéder à la conservation légale de toutes les preuves d'Internet. Étienne m'aida à imprimer des dossiers complets. Le premier contenait les relevés bancaires totalisant 750 000 euros qui leur avaient été transférés sur 5 ans, mois après mois. Le second était une copie du rapport médical de l'urgence et des photos couleur agrandies des ecchymoses sur mon visage.
Le troisième était le rapport officiel de sécurité et de police concernant l'esclandre de Maxime à la réception de mon bureau. Le quatrième était une lettre officielle de l'administration hospitalière confirmant les visites régulières couvertes par la sécurité sociale sans aucun refus de soins. Le cinquième était une déclaration du conseil d'administration de mon entreprise concernant ma récusation de l'audit indépendant d'Emball Express. Étienne regarda les FIVEP classeurs sur mon bureau et laissa échapper un soupir. « Éléonore, si tu publies cela, aucune personne censée n'aura de questions. Tu vas les anéantir. » Je secouai la tête. N'en sois pas si sûr, Étienne. Quelqu'un qui est déterminé à me voir comme une femme d'affaires impitoyable prétendra que les documents judiciaires sont falsifiés, même si je lui montre un document authentique. Je n'essaie plus de convaincre le monde entier ni les haineux anonymes sur Facebook. J'ai juste besoin que la vérité ait enfin son moment, et je les retrouverai au tribunal. Vers midi, mon entreprise publia un communiqué officiel sur son site internet, l'envoyant également aux principaux partenaires commerciaux. Le contenu était sec et très concis. Nous vous informons que la suspension des approvisionnements d'Emball Express est dictée uniquement par la mise en œuvre d'une procédure standard au sein du service de contrôle qualité afin de vérifier le risque d'utilisation de matériaux défectueux. La directrice financière Éléonore Vasseur a été exclue des délibérations du comité à sa propre initiative afin d'éviter un potentiel conflit d'intérêts. L'issue de l'audit dépend exclusivement des évaluations techniques des ingénieurs et du comité indépendant. Aucune mention du fait que Maxime était l'employé concerné, aucune attaque personnelle, rien pour jeter de l'huile sur le feu. Plus c'était stérile, mieux c'était. En début d'après-midi, le cabinet de Maître Croisier envoya des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Laurence, Clément et Bérénice, exigeant le retrait immédiat des publications diffamatoires. L'arrêt de la diffusion de faussetés et la publication de rectifications officielles sur les mêmes portails, sous peine d'une plainte civile massive pour diffamation et dommages-intérêts. À 15 heures précises, sur mes comptes Facebook et LinkedIn personnels, je publiai mon premier et unique message. Quelques phrases, je n'ai privé aucune personne malade de traitement médical. L'hôpital a publié une déclaration confirmant que M. Adrien Brumand continue de recevoir l'intégralité de ses soins dans le cadre de sa couverture de sécurité sociale. La seule chose que j'ai coupée, c'est le financement des visites privées de luxe et les restes à charge des thérapies privées les plus coûteuses, après avoir été victime de violences domestiques de la part de mon mari et alors que sa famille extorquait des sommes colossales de ma part. Les preuves de ces affaires sont déjà entre les mains de mon cabinet d'avocats, du parquet et de la police. En pièce jointe, j'ajoutais la lettre de l'hôpital avec le numéro de sécurité sociale masqué, un extrait du rapport de sécurité concernant l'incident sur mon lieu de travail. Un certificat médical masqué de l'urgence où les signatures officielles et la description des coûts au visage restaient visibles, et enfin, un document PDF unique et consolidé de relevés bancaires officiels prouvant les transferts de mes économies vers le compte de Laurence. S'élevant à 10 000 € par mois pendant exactement 5 ans. J'appuyais sur « Publier » et ma main ne trembla même pas. Pendant les 10 premières minutes, les commentaires furent partagés. Certains insistaient pour me traiter de requin de la finance sans cœur. D'autres demandaient comment une belle-fille pouvait laisser son beau-père payer ses propres médicaments avec une maigre retraite. Mais les personnes plus posées commencèrent alors à s'exprimer, elle donne à sa belle-mère 10 000 € par mois, et ils ont l'audace de la traiter d'ingrate. Le gars bat sa propre femme, et elle est censée continuer à entretenir et payer des journées au spa pour toute cette famille toxique. L'hôpital a publié une lettre disant que le vieil homme est soigné par sa couverture sociale. Donc la grand-mère dans la vidéo joue simplement la martyre pour obtenir des j'aime. Dégoûtant. C'est du racket. Tant qu'elle donnait, elle était formidable. Quand elle a dit stop, il l'a battue et ils essaient encore de la détruire. Bravo à cette dame pour avoir rassemblé des preuves. Je lus ses messages, puis fermai mon ordinateur portable. Je ne voulais pas me délecter des éloges ni être brisé par les insultes de faux comptes. Les deux n'étaient que des vagues d'internet et je devais rester sur mon propre terrain solide. Un commentaire apparut également et resta gravé en moi, quand votre gentillesse est utilisée comme une laisse pour vous garder enchaîné à une niche, fuyez et mordez les doigts. Laurence allait-elle abandonner après que son premier masque eût été arraché? La réponse arriva plus tôt que je ne le pensais. Vers 17 h, Maxime appela. Je mis le haut-parleur et entendis sa voix rauque et furieuse, « Éléonore, retire ce message immédiatement. Tu as affiché mon image sur des plateformes publiques. Et maintenant, j'ai publié un rapport médical en ligne. Quel est ton problème, répondis-je froidement. Maintenant, tout le monde sait que je t'ai frappé, siffle-t-il.
Maxime, j'ai simplement décrit les faits conformément aux dossiers médicaux et judiciaires, répondis-je. Comment suis-je censé me présenter au travail maintenant? Quelle réputation me restera-t-il pour chercher un emploi dans une autre entreprise? Tous mes anciens copains m'envoient des messages, et certains m'ont jeté au visage que je battais ma femme pour de l'argent. Mon ancien patron le sait aussi. Je ris amèrement. Quand tu hurlais à plein poumon dans le hall de mon entreprise devant la sécurité, tu ne pensais pas à l'image qu'il me resterait devant mes propres subordonnés, n'est-ce pas? Maxime resta silencieux. Puis il passa à son chantage manipulateur classique, maman est une femme âgée. Elle s'est emportée. Sa fierté a été blessée à l'hôpital. Pour l'amour de Dieu, tu es sa belle-fille. Ne peux-tu pas simplement serrer les dents et endurer parfois? Maxime, tu me demandes de serrer les dents pendant que ta mère lance des milliers de personnes contre moi sur Internet. Je ne voulais pas dire cela comme ça, mais laver ce linge sale en public va nous détruire tous les deux. Je regardais la marque violacée sur mon poignet, qui se transformait en ecchymose. Révéler la vérité ne détruit que celui qui frappe, vole et ment, dis-je fermement. Celui qui a des preuves pour se défendre ne fait rien de mal. Tu as tellement changé. Tu es tout simplement terrifiante, chuchota Théil. Tu te trompes. J'ai simplement arrêté de te laisser me prendre pour une imbécile. Je raccrochai. Moins d'une demi-heure s'écoula avant que la vidéo de Laurence en pleurs sur les marches de l'hôpital ne commence à être inondée de commentaires renvoyant à ma publication. Beaucoup de ces portails de commérages locaux supprimèrent rapidement et discrètement la vidéo. Un rédacteur m'envoya même un message privé présentant des excuses polies pour ne pas avoir vérifié minutieusement les informations à la source. Étienne m'envoya une capture d'écran d'un grand groupe Facebook fermé d'avocats. Quelqu'un avait résumé l'affaire dans un commentaire, la femme a dépensé 750 000 € pour eux. En plus de cela, elle a acheté à son mari une voiture en crédit bail, a payé des soins hospitaliers de luxe pour son beau-père et les a laissés vivre gratuitement chez elle. En retour, ils l'ont battue et ont détruit sa réputation en ligne. Que veut de plus cette famille toxique d'elle? Je fixais cette question. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que je leur jette de l'argent, que je baisse la tête et que je me taise. Ils voulaient quelqu'un qui puisse simultanément rapporter de l'argent comme une machine, travailler comme une bête de somme pour toute la famille, et aussi encaisser les coups comme un punching ball, tout cela pour qu'ils puissent se sentir comme de grands bourgeois. Tard dans la soirée, je reçus un SMS d'un numéro inconnu. C'était Bérénice, Éléonore, mon Dieu, Laurence est furieuse à cause de la lettre de l'avocat. Clément est terrifié à l'idée que certains de ses créanciers voient cela en ligne, fassent le lien et s'en prennent à nous. S'il te plaît, sois prudente. Je lus le message, bloquai le numéro et ne répondis pas. À l'autre bout de la ville, dans une maison tranquille, Laurence frappait probablement du poing sur la table, déversant les derniers restes de sa rage. Maxime s'arrachait les cheveux, réalisant son nouveau statut de tyran domestique au chômage. Clément maudissait le pouvoir des réseaux sociaux, et Bérénice, pour la première fois de sa vie, ressentait une peur bleue pour sa propre peau. La grande coalition d'escrocs qui s'était serré les coudes ce dimanche-là pour m'arracher 5 000 € de plus commençait à se fissurer de l'intérieur. Je fermai mon ordinateur portable, me levai et me préparai une autre tasse de thé. Ce n'était pas la paix absolue. Une réputation ternie ne se reconstruit pas en une soirée. Mais la vérité avait enfin obtenu un micro, et cette fois, sa voix ne tremblait pas. Laurence n'abandonna pas. Le mardi matin, juste après une réunion budgétaire, la réceptionniste de mon nouvel immeuble m'appela. La jeune femme parlait d'un ton anormalement bas, « Madame Vasseur, il y a une femme âgée dans le hall principal. Elle prétend être votre belle-mère. Elle est assise au milieu du passage vers le patio, hurlant et pleurant, et elle a amené du monde avec elle. » Je me figeai, stylo en main. Je n'avais même pas besoin de demander pour savoir qu'il s'agissait de Laurence. Est-ce que la sécurité de l'immeuble est là? Ils essaient d'intervenir, oui. Mais elle hurle qu'elle ne bougera pas et qu'elle n'ira pas dans la zone d'attente des invités. Elle dit que si vous ne descendez pas, elle bloquera l'entrée principale jusqu'à la nuit. Je regardais Maître Croisille, qui venait d'arriver pour notre réunion prévue afin d'examiner une nouvelle série de documents de divorce. En entendant cela, il hocha la tête. « Descends, mais n'y va absolument pas seul. Je t'accompagne. » Je contactai rapidement la gestion de l'immeuble pour leur demander de préparer les caméras de surveillance du hall. Je dis également à Étienne de rester en ligne avec moi. Mon épais dossier de preuve en main,
je pris l'ascenseur pour descendre. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, le son des lamentations de Laurence me frappa comme un coup de massue. Elle était assise de tout son long sur le sol poli de cet immeuble luxueux, les cheveux en bataille, se frappant les cuisses et hurlant. À côté d'elle se tenaient 2 parents, probablement ramenés de province, une tante dont je me souvenais vaguement du mariage et un cousin éloigné. Ils ne pleuraient pas. Ils se regardaient simplement avec des expressions embarrassées alors que des résidents en costume passaient à côté d'eux. Quelques voisins qui promenaient leurs chiens ou portaient leur café s'arrêtèrent, stupéfaits. Quelqu'un à l'arrière commença discrètement à filmer avec son téléphone. Je m'arrêtai à une distance de sécurité de quelques pas. Madame Brumand, nous sommes dans le hall public d'un immeuble résidentiel. D'autres personnes vivent ici. Ce n'est pas votre cour de récréation privée. Si vous avez une affaire juridique à aborder, je vous invite à le faire en présence de mon conseil juridique. Sinon, veuillez partir. En entendant les mots, Madame Brumand, son visage se crispa comme un masque de fureur. Madame quoi? Qu'est-ce que cela est censé signifier? Je suis ta belle-mère. Je t'ai montré tellement de bienveillance au fil des ans. Je la regardai dans les yeux, mon regard glacial, depuis dimanche soir, lorsque votre fils m'a frappé et que vous avez crié joyeusement, frappe-la, ça va la réveiller et la remettre à sa place, j'ai perdu tout respect pour vous. Un respect qui doit être mérité pour seulement être appelé maman. Un murmure parcourut la foule rassemblée. Le cousin du côté de Maxime fronça les sourcils et se redressa. Éléonore, écoute. Malgré tout, c'est une femme âgée et malade. Tu ne peux pas lui parler comme un fonctionnaire sans cœur. Maître Croisy fit alors un pas décisif en avant et montra sa carte d'avocat. Monsieur, nous sommes en présence d'un trouble à l'ordre public sur une propriété privée, de diffamation caractérisée et de violence domestique documentée. En tant qu'avocat, je vous conseille d'inviter Madame Brumand à calmer ses émotions. Si vous êtes venu ici pour prêter main forte à la diffamation de ma cliente de concert avec cette femme, vous ferez également une déclaration à la patrouille de police qui vient d'être appelée. Le cousin se tut en une fraction de seconde, comme si on lui avait coupé la langue. Laurence pointa un doigt osseux et tremblant vers moi. Elle vous ment. Cette échymose sur son visage, elle se l'est faite elle-même avec du maquillage. Elle a transformé une stupide dispute sur les factures de la maison en une tentative d'assassinat uniquement pour s'en prendre à mon fils et le jeter à la rue pour récupérer ce qui lui appartient. Je sortis une copie du rapport médical signé de l'urgence sur papier à en-tête officielle, et une copie des rapports d'incident de la police lorsque Maxime hurlait à la réception de mon bureau. Maître Croisy s'approcha du gestionnaire de l'immeuble et lui remit les documents, parlant assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Nous disposons d'un rapport chirurgical complet de l'agression, écrit et signé, ainsi que de déclarations écrites et sécurisées de l'auteur des faits qui s'est excusé par SMS auprès de Madame Vasseur pour l'avoir frappé au visage dans un accès de rage. De plus, nous avons des preuves de harcèlement, d'intrusion sur son lieu de travail et des documents hospitaliers officiels prouvant que le beau-père de Madame Vasseur continue de bénéficier de ses prestations de santé publique sans aucun obstacle. Et que seul le flux illégal de paiement privé de la poche de sa femme maltraitée a été interrompu. Au nom de ma cliente. Je demande par la présente que la sécurité de l'immeuble retienne l'auteur de cet incident jusqu'à l'arrivée de l'unité de police que nous avons appelée pour harcèlement agressif sur son lieu de résidence. Le garde de sécurité sortait déjà sa radio pour appeler des renforts. La femme avec le chien, qui filmait avec son téléphone, le rabaissa avec dégoût en entendant parler de l'agression. Laurence, voyant la situation tourner rapidement au cauchemar et réalisant qu'elle n'était pas entourée de son public habituel, sensible aux larmes et aux gémissements, se mit debout d'un bond et se précipita vers moi, hurlant « Tu vas me menacer avec ton avocat, espèce de monstre ingrat. J'ai élevé ton mari pour toi. Je t'ai donné cela. Je mérite le respect comme un chien mérite son os. » Un agent de sécurité l'intercepta en une fraction de seconde, l'attrapant par sa veste. Ses mains fendaient l'air, à quelques centimètres de mon visage. Ses ongles acérés frôlèrent presque mon menton. Je fis un demi-pas en arrière. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne me cachais pas derrière mon avocat. Je ne baissai pas les yeux. Je dis lentement, Madame Brumand, personne ne vous a jamais donné le droit de faire valoir vos prétendues exigences en demandant à votre fils de me battre. Et encore moins d'utiliser ces mensonges et ces ordures d'Internet pour exiger comme la mafia un racket de 20 000 € par mois simplement pour le privilège d'intégrer votre merveilleuse famille. Je n'exigeais pas de racket, hurla Laurence, une veine de son cou saillant sous l'effort. Je voulais que toi,
une bourgeoise snob, tu partages ta richesse. Je veux justice pour moi et pour mon fils. La justice dans ce pays ne se règle pas par des versements mensuels de 20 000 euros pour des sacs à main de luxe, coupai-je froidement. Cette réplique provoqua des murmures de soutien évidents de la part des voisins. La tante venue de province, transpirante de peur, tira vigoureusement sur la manche du manteau de Laurence. « Laurence, partons d'ici. Partons, pour l'amour de Dieu. Il y a des caméras ici. C'est une honte pour toute la ville. » Laurence commença à se débattre avec sa tante. « Je me fiche de leurs caméras. Je dis la vérité ici. Son Altesse la directrice cache de l'argent à son mari. » À ce moment-là, sirène hurlante, une voiture de police se gara devant l'entrée en verre. L'avocat expliqua tout aux policiers intervenant de manière claire et concise. Je ne dis que ce que le policier me demanda explicitement pour son carnet de notes. J'avais appris des erreurs de ces maîtres chanteurs toxiques que celui qui crie le plus fort est celui qui se noie le plus vite dans le caniveau. L'agent écouta, regarda les preuves du médecin légiste des urgences, et réprimanda Laurence comme une écolière. « Madame Brumand, les litiges de propriété et familiaux se règlent devant le tribunal civil. Un autre cirque de ce genre sur le lieu de résidence de quelqu'un et nous vous emmènerons au poste pour trouble à l'ordre public et conduite désordonnée, et nous ajouterons une accusation de tentative d'agression physique en présence de la sécurité. » Pendant un moment, Laurence resta figée, la bouche ouverte en silence. Puis elle tourna son regard vers moi. Ce n'était plus des larmes. C'était une rage toxique et venimeuse pure. Tu penses que parce que tu t'es payé un costume avec un diplôme de droit, tu es Dieu, siffla-t-elle avec haine, repoussant le policier qui la dirigeait vers la sortie. La vie est longue, Ellie. Chaque action a des conséquences. Nous te détruirons. Je souris. À travers ce sourire, un sentiment de pitié pour sa misère intellectuelle transparaissait. Car cette femme était toujours convaincue qu'elle pouvait plier le monde à sa volonté avec des larmes. Je n'avais pas besoin de maître Croisy pour vous vaincre avec des arguments bon marché, dis-je en me retournant vers l'ascenseur. J'en avais besoin pour nettoyer vos délits conformément à la loi. La police délivra des contraventions pour conduite désordonnée, nota les coordonnées de ma belle-mère et des proches stupéfaits pour un rapport de témoin, puis escorta la troupe de cirque à l'extérieur dans le vent froid. Au-delà des grilles du complexe moderne. Le sang est peut-être plus épais que l'eau, mais quand une famille sent que les articles de loi risquent d'éclabousser debout sa propre existence, elle peut devenir très distante très rapidement et s'enfuir la queue entre les jambes. Ce soir-là, en prenant l'ascenseur pour monter au 12e étage, je vis un changement dans son miroir que j'avais tant espéré. Dans le passé, si un simple cousin avait marmonné, « Oh, ferme les yeux. C'est une femme âgée. C'est ta belle-mère. C'est la famille », je me serais recroquevillé de honte, me sentant coupable, payant des milliers d'euros de plus simplement pour avoir la paix et la tranquillité. Aujourd'hui, je savais avec une force brutale que les escrocs manipulateurs et toxiques n'ont pas peur de votre gentillesse ou de vos concessions. Ils se nourrissent de votre gentillesse, mais ils se brisent lorsque vous fixez fermement une limite derrière laquelle se tiennent les paragraphes clairs de la loi. Une semaine seulement après l'ultime assaut raté de Laurence dans le hall de mon immeuble, je pensais naïvement qu'un silence juridique bien mérité allait s'installer sur ma vie pour un temps. Mais les personnes d'une cupidité toxique, devant lesquelles les grandes portes d'or d'un paradis convoité viennent d'être fermées, cherchent d'autres voies d'accès. Ce matin-là, j'étais en réunion de synthèse de fin d'année avec les auditeurs externes de mon entreprise lorsqu'un appel de la réception me parvint. La jeune femme bégayait de peur. « Éléonore, il y a 3 hommes en bas. Ils prétendent être venus pour recouvrer une dette massive de près de votre beau-frère, Clément Brumand. Ils ont une sorte de procuration, des billets à ordre, et exigent de vous voir ici maintenant, immédiatement. » J'arrêtai net mon crayon sur le rapport. Je compris immédiatement que la famille de Maxime venait une fois de plus de lancer une grenade armée de sa bêtise et de sa cupidité à mes pieds. 5 minutes plus tard, j'étais assise en face de 3 hommes bâtis comme des armoires à glace, dont un en veste de cuir. Des usuriers typiques. Le plus âgé jeta un épais dossier de papier sur la table devant moi. « L'affaire est simple. Votre beau-frère, Monsieur Clément Brumand, doit à nos, disons, investisseurs, la somme rondelette de 250 000 euros pour ce commerce d'électronique qui n'a jamais ouvert. Clément a disparu de la circulation. Mais ici, sur ces contrats frauduleux adossés à des garanties personnelles, figure votre nom et votre signature en tant que co-garante légale. Alors, nous avons pris la peine de venir discuter. Soit l'argent arrive d'ici la fin du mois,
soit nous transformerons ce désordre juridique en problème de santé pour vous que même un salaire de directrice dans la pharma ne pourra pas couvrir. Je pris le document en main. En effet, tout en bas, d'une écriture maladroite mais bien entraînée, mon nom complet était écrit et signé, Éléonore Vasseur-Brumand, accompagné de mon ancienne adresse de Neuilly-sur-Seine de notre appartement conjugal. En plus de 10 ans de carrière d'entreprise et financière, j'avais développé une signature si unique que je pouvais distinguer le moindre point de mon stylo. La fin du nom contrefait tremblait dans une arabesque inepte, trop molle pour ma pression habituelle. Je posai le document. Ce n'est pas ma signature. Votre débiteur, Clément Brumand, a signé ce document frauduleux. Il a falsifié la procuration et les garanties personnelles. L'homme à la veste de cuir rit avec arrogance, se faisant craquer les articulations. Qu'est-ce que vous pensiez dire? Nous avons déjà le document validé avec une copie de votre pièce d'identité. Votre belle famille nous l'a fourni en gage de bonne foi. Nous savons qu'ils ont le soutien de vos finances pour recouvrer en cas de problème. Mon esprit fit un retour en arrière. 1 an plus tôt, avant les fêtes, Laurence m'avait supplié, comme si j'étais un dieu, de la laisser photographier mon permis de conduire et ma carte d'identité pour une prétendue police d'assurance vie sur son père mourant. C'était la seule erreur de confiance que j'avais commise avec la famille de mon mari, et elle m'avait perdu. Ils avaient utilisé ma pièce d'identité pour garantir un prêt occulte et douteux pour son fils bon à rien. Je regardais les collecteurs de dettes d'un regard de glace. Étienne était déjà en train d'appeler la police sur instruction de maître Croisille. Premièrement, dis-je fermement, ce n'est pas mon prêt, et ce document est une falsification légale en vertu de la loi fédérale utilisée contre moi. Je viens donc d'être victime d'un vol d'identité audacieux. Si vous exigez que je paie cela, je vais, avec la direction de mon entreprise comme témoin, transmettre cet enregistrement de votre tentative d'extorsion de fonds ainsi que ce document directement au procureur de la République pour menaces criminelles. L'un des plus jeunes voyous au visage bouffi cria « C'est quoi ce bordel ? Vous pensez que vous pouvez faire la loi ici, madame la grosse tête ?» Je le regardais droit dans les yeux avec un courage sauvage et froid, alimenté par ma haine pour mes beaux-parents. Cette semaine, mon visage a été battu. Ma belle-mère a été jetée de mon hall d'immeuble alors qu'elle me poursuivait publiquement, et j'ai été calomnié dans de fausses vidéos sur Internet. Pensez-vous vraiment, vous dans vos costumes bon marché ou vos survêtements à crédit, que vous pouvez m'effrayer dans cette pièce avec une garantie personnelle falsifiée de 250 000 € signée par un escroc? Je suis en train de nettoyer toutes les ordures que la famille toxique de Maxime me jette au visage. Nous appelons la police. Voyons comment vous allez vous en sortir pour recouvrer officiellement une dette sur un papier falsifié, bande de dur à cuire. Le plus âgé s'essuya le visage d'étonnement. Il ne s'était manifestement pas attendu à se heurter à un mur de feu dénué de toute panique dans un immeuble de bureau d'entreprise. D'accord. D'accord. Si vous voulez porter cela devant la justice, soit. Nous ne nous attirons pas d'ennuis sans confirmation. Mais une dette de 250 000 € sera payée. Si ce n'est pas par vous, Clément et les autres en répondront. Nous allons nous renseigner sur leurs autres adresses. Peut-être cachent-ils l'argent quelque part, grognèrent-ils en se levant. Ils laissèrent les papiers, que les enquêteurs de la police, informés par mon excellent avocat, vinrent récupérer une demi-heure plus tard. Ce même après-midi, je reçus des images d'archives de la caméra du garage de mon ancien appartement. Clément, ce comploteur paresseux, avait été vu 1 an plus tôt en train d'emporter ma vieille mallette de bureau. 6 mois auparavant, Laurence lui avait envoyé un message que nous avons récupéré dans les historiques de conversation. Éléonore a toujours peur des scènes à l'immeuble. Elle paiera toujours pour avoir la paix. Signe comme tu l'as fait pour l'assurance. Maxime n'a pas besoin de tout savoir tout de suite. Elle était l'instigatrice. La vieille renarde avait élaboré un plan pour capitaliser sur la dette de son autre fils en utilisant mes garanties falsifiées, certaine que si l'affaire éclatait, je jetterais des millions sur la table pour le prix de la paix familiale. À cet instant, je transférai les captures d'écran directement à maître Croisille. Il déposa une plainte pour fraude financière à grande échelle directement auprès de la brigade financière. À 20 h, Clément Brumand fut tiré de la baignoire de sa propre femme par des inspecteurs et placé en garde à vue sous l'accusation de falsification de garantie pour un prêt occulte massif non agréé. Alors que la nuit tombait, un long SMS paniqué arriva de Bérénice, la femme de Clément, celle aux ongles bordeaux. Éléonore, mon Dieu, Laurence va me tuer. Ces voyous sont venus, ceux du prêt. Ils jetaient des briques sur la crèche, proférant des menaces.
Mon Clément est menotté et Laurence me pousse dans mes retranchements en pleurant, disant qu'en tant qu'épouse loyale, je dois prendre cette dette sur moi, dire que c'était une erreur, que je dois commettre un faux témoignage pour lui éviter d'aller en prison pour 10 ans. Je répondis avec une entière satisfaction pour mon âme, zéro pitié. Les personnes hypocrites ne ressentent aucun remords jusqu'à ce qu'elles tombent elles-mêmes d'une falaise sans rien pour les retenir. Garde les originaux de ce que j'ai écrit. Tu as le journal des messages montrant comment Laurence a dit à ton mari de falsifier les documents. Sois la seule intelligente ici et dénonce Laurence au procureur pour sauver ton fils de cette toxicité. Si tu le fais, viens au cabinet d'avocat sur le boulevard Haussmann à 8 h demain matin et signe un affidavit sous serment impliquant la vieille femme. Alors, j'arrêterai cela. Bérénice était au cabinet d'avocat le lendemain matin avant le premier personnel d'entretien. Sous la pression de perdre son jeune fils et de se voir attribuer une dette d'1/4 million d'euros, elle avoua en larmes toutes les manigances de sa belle-mère, désignant Laurence, âgée de 62 ans, comme le maître d'œuvre de la fraude. Ce témoignage fut immédiatement transmis à la police. L'avalanche juridique avait commencé. Cette nuit-là, après une bataille juridique épuisante, je bus un verre de vin blanc sec. Les dernières pièces du puzzle de la toxicité, des dettes et des mensonges se mettaient en place. Mais un autre murmure sombre me frappa lorsque mon téléphone s'alluma avec le nom d'Adrien, mon beau-père. La voix de l'homme malade et discret n'était qu'un râle. Il chuchota de ses vieilles lèvres flétries, « Éléonore. Je me suis enfui d'elle. Je t'en supplie. Je suis vieux, je suis malade. Mais cela doit aussi éclater au grand jour. Il y a 2 ans. La grossesse. Ta grossesse. Oh mon Dieu, mon enfant. Ta grossesse dans ces escaliers. Tu n'as pas glissé à cause de la pluie. La communication se coupa avec le bruit d'un téléphone tombé, mais mon cerveau avait déjà court-circuité. Tout en moi s'arrêta net. Ta grossesse. Tu n'as pas glissé. Les mots d'Adrien résonnaient dans ma tête. J'enfonçai mes doigts dans le bord de mon bureau. 2 ans plus tard, j'avais perdu mon premier enfant avec Maxime. J'étais enceinte de 4 mois. Lorsque le test était revenu positif, j'avais pleuré de joie. Je croyais qu'une nouvelle vie changerait mon mariage froid et pourri. Je m'étais tellement trompé. Quand Laurence avait appris la nouvelle du bébé, elle avait crispé son visage en un masque de joie. Mais derrière mon dos, elle crachait des commentaires venimeux, « La grossesse n'est pas une maladie », disait-elle. Et quand, par naïveté, j'avais demandé si je pouvais réduire l'allocation mensuelle pour Clément afin de mettre de côté pour une poussette, elle avait ri nerveusement, « C'est à peine une graine », s'était-elle moquée. Puis vint ce jour d'octobre pluvieux et brumeux. Je rentrais du travail, ressentant une tension dans le ventre. La famille était sortie, seule elle était à la maison. Laurence, ma belle-mère, fixant silencieusement son téléphone. Je lui dis que je ressentais un tiraillement et que j'allais monter m'allonger. Je montai lourdement les marches en chêne sombre de notre appartement en duplex et, soudain, je ressentis un frôlement inexplicable derrière moi. Les pas de ma belle-mère en chaussettes qui montaient furtivement. Avant que je ne puisse attraper la rampe, je ressentis une poussée. Une poussée brutale de 2 mains fermes entre mes omoplates. Je volai en hurlant le long de 15 marches de chêne humide en cascade. Je perdis le bébé. Le diagnostic de l'hôpital, traumatisme post-traumatique entraînant une fausse couche due à une chute accidentelle. Je me détestais. Je prenais des médicaments. Je me sentais comme une meurtrière, une ratée, une cadre distraite qui, dans la précipitation de la vie, avait glissé dans ses propres escaliers par épuisement. Un appel du cabinet d'avocat et une enquête privée menée par mon assistant Étienne permirent de récupérer tous les fichiers perdus. Dans les sauvegardes cloud des anciens messages entre Maxime et Laurence, il déterra la vérité terrifiante et dégoûtante d'une conversation WhatsApp 1 mois après ma fausse couche. « Maxime, maman, arrête de lui mener la vie dure. Elle n'arrête pas de pleurer la nuit devant le berceau vide. Éléonore est en train de s'effondrer mentalement. Laurence, laisse tomber, Maxime. Elle va faire son deuil. Elle va pleurer un bon coup et elle sera plus calme. Une perte de grossesse brisera cet esprit de cadre supérieur arrogant. Elle sera douce comme un agneau. À travers ses larmes, elle ne verra pas son portefeuille et elle pourra toujours en avoir un autre. Ne sois pas naïf, mon fils. » Je me recroquevillai sur le sol, serrant ma robe dans mes mains, et hurlai de douleur face à ce traumatisme impitoyable. Ce n'était pas un accident tragique.
J'avais été la victime d'un complot sombre mené par une bête vieille et de sang-froid, sans une once de décence. Ma belle-mère m'avait poussé délibérément pour que la perte d'un enfant tant attendu me brise mentalement. Elle avait préservé son budget afin qu'un nouveau-né ne limite pas ses fonds, et elle n'était pas allée en prison pour cela. Elle avait nettoyé le sol de mon sang pendant 2 heures avant d'appeler une ambulance. Dès le matin, j'envoyais l'intégralité de l'enregistrement et de la confirmation directement à mes avocats et au procureur de la République, invoquant une erreur d'enquête majeure. Maître Croisier retrouva la vieille femme de ménage et un agent de sécurité de l'époque qui firent des déclarations sur le calme troublant qui régnait dans l'appartement alors que les gouttes de sang versées étaient nettoyées à la serpillière. À 13 heures le lendemain, j'organisai une dernière rencontre avec mon beau-père dans un vieux café. Adrien se traîna sur sa propre canne, livide et flétri. Maître Croisier installa les enregistreurs. « Parlez, Adrien, dis-je d'un ton sec. Elle l'a poussé, n'est-ce pas ?» Le vieil homme éclata en un flot de sanglots lâches et méprisables, elle avait peur. Laurence n'arrêtait pas de dire que si le gosse naissait, tu fermerais le robinet d'argent. Que nous perdrions le contrôle. J'étais dans le bureau. Je l'ai vu poser les mains sur toi. Je t'ai vu tomber. J'ai détourné le regard. J'ai été un lâche. Il nettoyait le sang avec des serpillières. Pendant 2 ans, je l'ai gardé sur le cœur. Pardonne-moi. J'ai été un lâche. Je n'avais aucune chaleur, pas même de la pitié. L'utérus déchiré d'une femme qui avait perdu son enfant s'éveilla à une terrible vengeance légale de sang-froid. Le vieil homme fut contraint de témoigner devant la police. Et avec Adrien comme témoin oculaire, son témoignage combiné au message WhatsApp fut accablant. 2 jours plus tard, à 7 heures du matin, des inspecteurs de la police pénétrèrent dans l'appartement loué par Laurence avec un mandat de perquisition délivré par un juge. Laurence, âgée de 62 ans et stupéfaite, fut emmenée menottée sous l'accusation d'agression aggravée et de tentative de meurtre. Maxime hurla lorsqu'il fut menotté, faisant face à des accusations de diffamation, d'entrave à la justice et de vol qualifié par le biais des garanties personnelles falsifiées. La douloureuse saga prit fin après des mois de bataille juridique lorsque le tribunal prononça le divorce, attribuant les torts exclusifs à l'époux. Le tribunal m'accorda une compensation financière substantielle prélevée sur ses actifs. Maxime perdit tout droit sur ma fortune et fut condamné à rembourser l'intégralité des 750 000 euros. Lors d'un procès pénal distinct, Laurence fut condamnée à une peine de 8 ans de prison. Confrontée au témoignage en larmes de son mari, son arrogance enfin éteinte, elle regarda depuis la table de la défense avec des yeux ternes et vides, silencieuse, la cupidité envolée. Tout ce qui restait était la peur. Sans un centime à son nom, à la merci de toilettes sales et d'une fenêtre à barreaux. Après tout cela, je sortis du tribunal pour me retrouver dans la rue. Je pouvais enfin respirer. Tout m'avait été restitué dans le silence, mais personne ne pouvait me rendre ces années de souffrance indicibles. Je vendis le duplex et lançai un nouveau cabinet de conseil depuis un nouveau nid, plus petit, situé dans un charmant quartier verdoyant et dynamique. Je remplis mon balcon d'une magnifique collection d'orchidées blanches. En sirotant mon expresso à ma propre fenêtre, je souris au bruit du fleuve. Quand le puits exige de plus en plus de votre sang, à la fin, vous devez le sceller avec du béton froid. La seule chose qui a de la pitié pour les manipulateurs toxiques est la force des preuves juridiques tangibles servies avec le sourire du vainqueur. Fini le gaspillage de gentillesse. Désormais, le respect, les limites et des règles de fer défendront mon portefeuille, et j'honorerai ceux qui m'ont aidé à sortir de cet enfer la tête haute. Quant à la tromperie, je l'étoufferai froidement au premier signe, comme la définition même de la liberté.